c'est la seule médecine où tu peux traiter, parce que je refuse d'utiliser le terme soigner, un patient contre son consentement. D'un certain point de vue, tu vois, c'est quasiment un crime contre l'humanité ce qu'on a fait à toute une partie de la population qu'on a jugé fou. Qu'il y a certaines personnes quand même qui sont en mode « Je veux être le président de toute la France et je vous représente tous et j'incarne l'État !» Et ce mec-là, il m'explique à moi que c'est moi qui ai un problème de santé mentale. Quand moi, on m'accuse de trucs horribles parce que j'ai tendance à utiliser des drogues de façon récréative, et quand je vois que à l'échelle de la société, on utilise des drogues pour rendre les gens plus efficaces dans leur travail, enfin je suis désolé mais je préfère les utiliser de façon récréative tant qu'à faire en fait. Je trouve ça moins grave. Tous les médicaments des psychiatres sont des drogues. Je veux dire, évidemment, parce que pour moi, la folie est une dimension humaine. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un peu fou dans la société d'aujourd'hui, c'est bizarre. C'est l'heure de la bagarre! Ouais! Est-ce que il est pas grand temps que ça soit la bagarre à gauche? Et enfin un peu de sang. On va quand même revenir sur pas mal d'éléments du coup dans cette histoire un peu plus au global. Il s'est passé quoi? Justement, je vais tout vous expliquer parce que moi, c'est des personnes que je suis en fait de très près, que j'apprécie beaucoup pour les deux. Et donc du coup, en fait, je vais essayer d'avoir un avis un peu nuancé sur cette histoire, même si évidemment quand même, moi j'ai un petit peu choisi mon camp par rapport à, en tout cas, le débat central autour du coup de la psychanalyse. Mais avant de s'attaquer du coup à la psychanalyse, je vous propose de revenir d'abord sur le débat psychologue et psychiatre qu'il y a du coup eu chez Zawa. Et après, on va revenir du coup sur toute cette histoire entre Wissam et Padu. Et donc, on va se lancer là-dedans assez rapidement. Parce que la vidéo fait putain de 3 heures. Même si on va pas tout regarder parce que quand même j'ai vraiment la flemme, on va quand même revenir sur beaucoup de points parce que je pensais que j'allais pas avoir tant de trucs à dire que ça. Au final, j'ai beaucoup de trucs à dire parce que si vous ne le saviez pas, vous êtes ici sur un stream anti-psychiatrique. Si en fait les métiers de psychologue, psychiatre pouvaient disparaître, ce serait probablement une bonne chose. Après, je dis pas qu'il faut qu'ils disparaissent dans les conditions actuelles. Bien sûr, évidemment, ne soyez pas complètement cons. Quand on dit par exemple détruire le capitalisme, c'est pour mettre quelque chose d'autre à la place. Donc bon, là c'est pareil. Moi je dis qu'il faut se débarrasser de ça parce qu'en fait la santé mentale, ce n'est pas une question ni de santé, ni de mental. C'est pas des questions de santé parce que c'est pas des questions médicales premièrement, et ensuite c'est pas des questions mentales parce que généralement tous vos problèmes mentaux viennent de vos conditions d'existence, à part si vous avez vraiment le cerveau niqué quand même, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment enfin qui sont vraiment dans des méta où ils ont vraiment le cerveau baisé quand même, faut pas déconner, il faut quand même prendre soin d'eux. Mais est-ce que prendre soin d'eux en les enfermant dans des asiles qui sont isolés du reste de la société, c'est vraiment ça le modèle de société qu'on veut mettre en avant? Est-ce qu'on n'est pas censé avoir quand même dépassé ce stade là depuis un certain moment? Est-ce qu'il serait pas temps de faire quelque chose par rapport à tous ces gens qui pètent un plomb en fait, qui sont tarés, qui sont fous, qui n'ont plus tout à fait les pieds sur terre? Et c'est ça en fait l'antipsychiatrie avant tout, c'est d'essayer de réfléchir à autrement en fait à ces problématiques là, essayer d'avoir une vision du monde qui sort de l'aspect médical et qui sort aussi de notre vision de il y a les personnes saines, les personnes malsaines, d'accord? Et en fait si tu es malsain dans ta tête, il va falloir te guérir, et si jamais t'es trop malsain dans ta tête, il va falloir qu'on t'enferme pour te guérir. Ça typiquement c'est plus possible et on va en reparler. Ah ouais, attendez, j'ai quand même envie de vous montrer quand même, je me suis fait chier à le faire, je le trouve hilarant. Ma publicité pour aujourd'hui, voilà, pour le Psycho Clash, je trouve que d'avoir mis Paduring en Pikachu, c'est du génie, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. Du coup, enfin, le Zawa Talk spécial. Bon, moi je vais me moquer, par contre, la team, je vous préviens. Là, on a quand même 3 bonhommes qui discutent entre eux, du coup, entre psychiatres, psychologues, qui se font la guerre, machin. De base, je suis pas méga à l'aise. Il s'avère que la vérité, c'est qu'ils m'ont quand même mis à l'aise assez vite, les deux. En vrai, au début du plateau, j'étais bien. Et puis, il y a eu des moments où j'étais pas bien. Et c'est un truc auquel je suis assez sensible. J'ai eu un parcours aussi un petit peu. J'ai été dans les CMP, j'ai vu des psychiatres quand j'allais pas bien, quand j'étais plus jeune. J'en profite vite fait, je vais faire comme eux. À savoir, du coup, moi, qui je suis par rapport à ça pour parler de tout ça. Je suis une meuf trans. J'ai donc un parcours horrible avec la psychiatrie, parce que c'est deux choses qui vont quand même assez bien ensemble, d'autant que du coup moi je suis militante trans, j'ai notamment milité dans un truc qui s'appelle la contre-offensive trans, ensuite j'ai milité à l'organisation de solidarité trans, je suis assez proche de ces milieux là, et du coup en fait je suis proche de plein d'autres trans, et vu que je vous ai déjà dit trans et psychiatre ça fait assez mauvais ménage en règle générale,
j'ai énormément de témoignages de psychiatres horribles, de psychiatres qui sont violents avec leurs patients, de psychiatres qui sont des enculés de première, qui maltraitent vraiment les gens en fait. En particulier en pédopsychiatrie. Donc c'est la spécialité de Paduring, donc je suis pas bien. J'espère sincèrement, mais en fait, pour moi c'est des violences structurelles. Donc si Paduring il est pédopsychiatre, en fait, il y a des chances qu'il maltraite des enfants en fait. Moi c'est ça qui me met pas méga à l'aise. Après voilà, genre est-ce qu'on est entièrement contre l'idée que quelqu'un puisse essayer de faire changer le système de l'intérieur? Moi non. Moi, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est quelque chose que je peux entendre. Moi, j'ai une pote à moi qui est prof, qui est parfaitement consciente de tous les problèmes qu'il y a chez les profs, qui est parfaitement consciente de la violence que les profs exercent sur les élèves, et qui a quand même décidé d'être prof, et qui essaye au mieux de faire ça, tu vois. Parce que même dans une société idéale, a priori, il y aura toujours l'école quand même, et il y aura toujours besoin de profs, et autant essayer de faire au maximum dans cette histoire. Du coup, moi, voilà, je suis pas une experte, je suis pas une spécialiste, je suis juste une meuf en souffrance, et du coup, voilà. Moi, mon rapport, c'est que je me sens quand même concerné. Je suis une meuf, je devrais être suivi normalement là par au moins 3-4 spécialistes, hein, dont un neuropsy, dont un psychiatre, dont un psychologue, dont un centre spécialisé pour l'autisme, et je suis aussi suivi par un centre du trouble pour les comportements alimentaires. J'ai jamais été interné, par contre, je connais plein de gens qui sont internés, et je suis déjà allé dans plein d'hôpitaux psychiatriques. Mon rapport avec ça, c'est que je baigne, tout simplement, dans les troubles, on va dire, psy, depuis quand même un sacré bout de temps. Et voilà, moi c'est ça ma légitimité pour en parler. Et j'ai fait un mème A raison. sur Twitter Franchement, la sauce qui s'est pris pour ce mème de con. qui m'a mis dans la case éternelle d'antipsy absolu. Donc Alors que non, hein. je me suis pris pas mal de merde pour ce mème. Mais le petit mème que j'avais fait, du coup, Oui. donc c'était la blague, bon, qui est un peu bébête, c'est le vieux mème de la courbe des QI. Du coup, ouais, il s'est pris une sauce, Dany, parce qu'il a sorti ce très bon mème qui explique que, genre, il faut se méfier des psys. Tu peux le penser, soit si t'es vraiment un gogol qui est en mode non, ne vais pas chez le psy parce que je suis pas fou. Soit t'es en mode injonction stupide, en mode il faudrait que tout le monde aille chez le psy. La société se portera mieux une fois que tout le monde sera allé chez le psy. Bah oui, bien sûr, comme si la santé mentale de l'humanité tout entière devait reposer sur les épaules de ces professionnels-là, bien sûr. Et ensuite, du coup, Dany qui est en mode il faut se méfier des psys, mais quand t'es un peu. Quand t'es anti-psy, quoi. Et du coup, les gens l'ont mis dans la sauce. Ce qui est quand même la preuve que la plupart des gens ne comprennent pas l'anti-psy en vérité. Ouais, alors moi je suis, bon, Paduring pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 2 chaînes YouTube où je traite pas mal de politique, et j'ai fait Je l'aime beaucoup, voilà. Je tiens à préciser, il y a déjà une vidéo de Paduring sur la chaîne YouTube où je parle de ça. Moi, je suis très contente que ce mec, il a arrêté d'être confus. Je suis très contente qu'il ait platformé Dr Zoé. Je trouve ça très très cool. Je suis un peu plus nuancé sur lorsqu'il fait ses trucs avec crise de position revue, où je suis un peu plus en mode oui. Enfin, moi, mon opinion sur Padu et crise de position revue, c'est que là, il faudrait vraiment qu'il se lance dans genre une trilogie. Un truc, quelque chose pour expliquer quand il parle. Il y a plein de moments où quand il parle, c'est pas clair pour les gens qui sont pas passionnés par les mêmes trucs que eux, et c'est assez indigeste. Et moi j'aimerais beaucoup comprendre tout ce qu'il raconte sur le marxisme par moment, mais quand il name drop genre une quinzaine d'auteurs que tu connais pas et que tu sais pas de quoi il parle, bah a priori tu t'en fous un peu. Quand il parle d'épistémologie, c'est jamais méga clair. Moi j'ai suivi des cours d'épistémologie et par moments j'ai l'impression que le mot il est utilisé un peu à droite, à gauche, comme ça, il est jeté. Donc on va peut-être un peu revenir là-dessus. et je me suis spécialisé dans une discipline qui est la psychiatrie, donc, dont on va parler ce soir, qui est la discipline dont on peine à définir l'objet, hein, déjà, ce qui est un peu marrant. Qui est déjà un énorme problème, hein. Genre moi je suis vraiment déjà pour remettre en question le fait que la psychiatrie soit une médecine. Précisément parce que petit 1, il n'y a pas de maladie. Petit 2, comment dire, il y a des énormes problèmes justement épistémologiques dans la psychiatrie. Parce que moi, du coup, je connais surtout l'épistémologie comme étant, comment dire, l'étude de la méthode scientifique. Mais en fait, en psychiatrie, il y a pas de maladie avec des symptômes clairs, en fait. Je vous renvoie vraiment vers la vidéo de Slave qui explique ça de façon un peu plus en profondeur. Mais concrètement, il y a déjà des énormes problèmes au niveau du diagnostic. En fait, tu prends une même personne, tu le fais analyser par une centaine de psychiatres, et tu vas avoir genre un tiers qui va te dire qu'en fait il est schizophrène, tu vas en avoir un autre tiers qui va te dire qu'en fait il est dans une dépression profonde de je sais pas quoi avec d'autres types de symptômes, et le reste qui vont être tous en désaccord les uns avec les autres sur qu'est-ce qui est potentiellement à l'origine de son problème, tu vois. Et donc en fait, même des maladies turbo-vénères qui sont pourtant genre des vrais trucs, genre la schizophrénie ou quoi, bah en fait à des moments tu te fais diagnostiquer ta schizophrénie alors que t'as pas de schizophrénie, et du coup tu prends un traitement de schizophrénie alors que t'as pas la schizophrénie. Et en fait, les traitements pour la schizophrénie, c'est à base de grosses torgnoles de drogue dans la gueule. Genre, moi, par exemple, je connais quelqu'un dont je suis très proche qui n'a pas de diagnostic.
clair. Et cette personne est en souffrance. Genre, enfin, c'est vraiment pas facile. Il y a des crises paranoïaques, il y a des trucs vraiment vénères. Enfin, c'est hyper compliqué à vivre. Et depuis le début de sa vie, il n'y a aucun psychiatre qui a réussi à se mettre d'accord sur ce qu'elle a. Depuis le début. Donc en fait, elle ne sait toujours pas ce qu'elle a. Et pourquoi c'est pas clair? Parce que genre, quand t'as un cancer, on observe des cellules cancéreuses. Il y a des symptômes physiques qui sont observables en fait. Quelque chose que tu peux observer et à coup sûr, tu peux genre comprendre ce que t'as et ensuite passer à la suite. T'as pas ça en fait dans la psychiatrie. Ça n'existe pas. Tu peux pas genre ouvrir le cerveau de quelqu'un et dire oui c'est bon je sais que cette personne a la schizophrénie. Et oui quand je vous dis que c'est chaud c'est vraiment un enfer parce que ce qu'il faut comprendre dans une errance médicale psychiatrique qui dure toute une vie c'est que du coup ça peut commencer dès l'enfance et que potentiellement du coup tu fais plusieurs passages en pédopsychiatrie et que la pédopsychiatrie c'est de la maltraitance d'enfants la plupart du temps en fait. Du coup tu te retrouves avec des personnes qui se retrouvent et c'est pas un cas précis, là je suis pas en train de parler d'un exemple dans ma vie, hein. Là je parle de quelque chose de structurel que j'ai pu observer à l'échelle de la société. Tu te retrouves avec du coup des gens qui font des passages en pédopsychiatrie, se retrouvent complètement traumatisés, finissent par ne plus du tout vouloir aller voir un psychiatre une fois adulte, et qui du coup en fait se retrouvent en errance médicale totale dans leurs problèmes à essayer de s'automédicamenter eux-mêmes avec des drogues à droite à gauche en essayant de trouver des machins, mais qui de toute façon ne peuvent plus voir de psychiatre en fait, juste à cause de cette violence-là. C'est pour ça que je vous dis que la psychiatrie n'a pas la même épistémologie que le reste de la médecine en fait. De base, l'épistémologie médicale, elle est à peine scientifique. Et ça a toujours été un énorme problème. Et c'est pour ça, et c'est parce que, genre, il y a des failles béantes dans l'épistémologie psychiatrique, que du coup, a pu se faufiler à l'intérieur un milliard de trucs dégueulasses, comme, par exemple, l'hystérie, qui se rendrait les femmes folles, ou comme, par exemple, l'homosexualité, la transidentité. L'hystérie, pour vous dire à quel point c'est con, parfois une femme, elle pouvait être diagnostiquée hystérique parce qu'elle était célibataire depuis trop longtemps. Hein. Genre, vous vous rendez compte quand même que cette médecine, cette soi-disant médecine, est tellement fiable qu'elle a réussi à laisser passer tout ça quand même, tout au long de son histoire. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs horribles dans la psychiatrie qui sont pratiqués sous couvert de science et sous couvert de médecine, alors qu'on est quand même avec des gens qui sont basiquement en train de tester quelle drogue fonctionne sur qui, en fonction de quoi, par rapport à leurs opinions, où en fait ils sont même pas d'accord entre eux. Enfin, genre c'est quand même assez grave, je veux dire. Là, on parle de la médecine avec l'épistémologie la plus faible de toutes les médecines, et pourtant, c'est la seule médecine où tu peux traiter, parce que je refuse d'utiliser le terme soigner, où tu peux traiter un patient contre son consentement, contre sa volonté, alors que c'est la moins fiable. C'est quand même une dinguerie, non? Genre, je suis désolé la team, mais forcément, il y a des questions très sérieuses à se poser par rapport à ça, en fait. Moi, du coup, le fait qu'il soit psychiatre, je me dis c'est très bien, il veut changer les choses de l'intérieur, mais je me pose encore des questions sur à quel point, vous savez, les fameuses structures structurantes qui vous structurent, je sais pas quoi, la Bourdieu, là, j'ai pas lu, on s'en fout. Moi, j'ai quand même peur d'à quel point travailler en tant que psychiatre te structure mentalement aussi en tant que psychiatre et fait du coup de toi une personne saniste en fait, même si je sais que Paduring est conscient de ça et essaye de lutter contre ça, mais il n'empêche qu'il y a, pour moi il y a déjà, et on le verra dans le talk, des moments où en fait il y a des déformations professionnelles qui m'emmerdent profondément en fait. Pour finir quand même la parenthèse sur l'antipsychiatrie, normalement vous avez déjà une vague idée de ce que c'est, mais l'antipsychiatrie a une histoire absolument horrible, hein. Je veux dire, la colonisation a été justifiée par la psychiatrie, le racisme a été justifié par la psychiatrie, des génocides entiers ont été sous-tendus par la psychiatrie. C'est sûrement une des sciences avec le plus grand nombre d'horreurs qui ont été menées au nom de cette médecine, justement, au nom du soin, au nom de la guérison des gens. On a torturé un nombre incalculable de personnes, mais c'est vraiment à une échelle, mais industrielle, d'un certain point de vue, tu vois. C'est quasiment un crime contre l'humanité, ce qu'on a fait à toute une partie de la population qu'on a jugé fou. Ce qu'on a fait aux fous à l'échelle de la nation, et ce qu'on continue encore aujourd'hui à faire aux fous, c'est une dinguerie. Genre notamment, bah oui, évidemment, les lobotomies, les électrochocs. Encore une fois, une femme qui a plus envie de baiser, on peut la traiter avec des électrochocs. Il y a une époque où c'était ça le traitement quand même. Hein. On est plus fous que les fous. Mais en fait, pour moi, les vrais fous, déjà, pour commencer, remettons un petit peu l'église au milieu du village. Genre, au bout d'un moment, comment est-ce que vous pouvez nous traiter de fous alors qu'il y a certaines personnes quand même qui sont en mode « Je veux être le président de toute la France !» Mais alors moi, je suis parfaitement sain d'esprit, hein, mais je veux vous diriger tous, et je vous représente tous, et j'incarne l'État. Et ce mec-là, il m'explique à moi que c'est moi qui ai un problème de santé mentale. Quand même, hein. Enfin, moi, je pars vraiment du principe qu'on n'est pas... Moi, je pense pas être parmi les gens les moins sains d'esprit de France. Hein. À Skip, il drogue même les enfants quand ils ne sont pas suffisamment disciplinés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de camisole chimique? Ça vous parle ou pas du tout? Parce que... Est-ce que c'est une camisole? Ça, c'est normalement, vous connaissez tous.
En vrai, j'aimerais trop en avoir une. Pardon. Bref, la camisole, le truc là comme ça où on est attaché. Et bah, ça, on s'est rendu compte que c'était une violence inouïe pour les patients, que c'était super dangereux, qu'il fallait pas faire ça, par exemple. Du coup, on est passé à autre chose. Maintenant, on les sédate. Mais on les sédate vénère. Hein. Parce que oui, c'est utilisé sur des enfants, la camisole chimique. Hein, c'est totalement légal. Y a aucun problème avec ça. Et donc en fait, tu vas droguer un enfant, tu vas le sédater parce qu'il a été violent ou parce qu'il a un peu pété un plomb, tu vois. Sachant que pour moi, je suis désolé, hein, mais quand t'es un enfant, même parfaitement sain d'esprit, on te met en pédopsychiatrie. Je veux dire, péter un plomb, c'est la réaction la plus saine d'esprit qui soit. Moi, je connais des gens, on les a mis en isolement pendant 2 semaines sans aucun loisir. Genre, ils avaient pas le droit d'avoir des livres pendant 2 semaines sous camisole chimique. Et quand ils sortent de là, il faut qu'ils restent calmes. Parce que si jamais ils ont le moindre pet de travers, si jamais par exemple, si jamais ils sortent, ils sont un peu... Tu sais, ça fait 2 semaines qu'on t'a enfermé dans une salle blanche. Hein. Tu sors de là, moi, j'aurais envie d'étrangler tout le monde. Si jamais tu fais genre... dans une poubelle, tu peux repartir en isolement. Hein. À tout moment. Tout le monde, tu connais les instituts médico-professionnels. Alors oui, ça, on pourrait en parler aussi hein, dans les logiques profondes de la psychiatrie. Un des grands axes de l'antipsychiatrie, ça sert quand même avant tout à dire que la santé mentale, et en règle générale la psychiatrie, ça a été inventé avant tout pour nous faire retourner au travail de façon plus efficace. Genre, moi je prends un exemple perso que je connais chez plein de gens, où par exemple, t'es en train de passer un mauvais moment à ton taf, t'as une période de taf pendant 8 mois, tu vois, qui est genre vraiment horrible, où ton manager c'est un fils de pute, qui t'en fait voir de toutes les couleurs, tu vois. Mais tu sais que dans 8 mois c'est terminé. Mais vraiment ça te défonce la santé en fait. Bah le fait que la logique sociétale dans cette situation-là, ça soit... Tu vas voir ton médecin, il te file des antidépresseurs le temps que les 8 mois passent pour que tu puisses supporter ton patron. C'est-à-dire que littéralement, en fait, on te file une drogue pour supporter, en fait, tes conditions de travail. Parce que c'est ça qu'on fait, en fait. C'est une dinguerie, non, quand même, qu'on en soit là, à l'échelle de la société. Vous trouvez pas ça ouf? Quand moi, on m'accuse de trucs horribles parce que j'ai tendance à utiliser des drogues de façon récréative, et quand je vois que, à l'échelle de la société, on utilise les drogues pour rendre les gens plus efficaces dans leur travail, enfin, je suis désolé, mais je préfère les utiliser de façon récréative tant qu'à faire, en fait. Je trouve ça moins grave. Quoi comme drogue? Mais les antidépresseurs, la sertraline. Je veux dire, tout ça, c'est des drogues, hein, la team. Tous les médicaments des psychiatres sont des drogues. Je veux dire, évidemment, va falloir arrêter de faire une séparation entre ce que nous filent les médecins et les trucs qu'on peut se trouver sur le marché noir, parce que c'est quand même pas très loin. Hein. Ce qui sépare les drogues des médocs, c'est juste la légalité. Enfin, c'est même pas que la légalité, parce qu'il y a des drogues légales qui sont pas des médicaments, genre le café. Non, ce qui sépare drogue de médicaments, c'est un truc culturel. Et d'ailleurs, moi, c'est une façon que je trouve au passage particulièrement essentialiste. Hein. Il y a cette molécule-là qui, par essence, est une drogue mauvaise, et cette molécule-là qui, par essence, est un médicament qui peut soigner. Bah... Ça sort d'où exactement cette catégorie-là? Enfin, il me semble quand même que c'est une base du serment d'Hippocrate, de tous ces machins-là, que c'est c'est la dose qui fait le poison quand même. C'est des addictions acceptables. Oui, mais en plus de ça, il y a des trucs dont ils parlent pas. Hein. Je veux dire, le nombre de psychiatres et de médecins généralistes qui t'expliquent pas les effets secondaires des antidépresseurs qu'ils te filent, et surtout qui te disent pas qu'il va y avoir un sevrage. Il y a plein de gens, ils apprennent que ça va prendre 3 semaines à arrêter un antidépresseur en fait. Alors que ça fait déjà... Ça fait déjà des mois qu'ils prennent ça en fait. Ou par exemple, ils te disent pas que si tu oublies de le prendre pendant 2-3 jours, tu vas avoir des pensées suicidaires. Par exemple, et quand t'es TDAH et que t'as du mal à prendre tes médicaments tous les jours, et que du coup ton humeur elle fait... Mais j'aurais bien aimé être au courant, tu vois, typiquement. Bon, on m'a juste dit prends ça. Mais enfin, la drogue de rue est pas contrôlée. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je parle bien sûr, évidemment qu'il y a des différences entre les drogues que tu peux acheter sur le marché noir qui sont coupées avec des trucs dégueulasses qui servent à maximiser justement l'aspect récréatif. Je parle vraiment en termes de la nature chimique des molécules. Il n'y a pas une nature profonde qui fait d'une molécule une drogue et une nature profonde qui fait d'une molécule un médicament. Il n'y a pas un truc dans la science, il n'y a rien qui permet d'établir ça en fait de façon claire, ça n'existe pas. Il faut vraiment être low IQ pour prendre un truc qu'on te donne sans se renseigner et se poser de questions. Alors là, je suis vraiment pas d'accord avec toi, Adèle. Je t'encourage vraiment et avec force à aller voir les vidéos de Horizon Gull qui parle de ça. D'ailleurs, il va en reparler en plus, c'est marrant, PsychoQuack plus tard dans la vidéo. Mais je t'encourage vraiment à aller voir comment ça fonctionne, les mécanismes de manipulation, et à quel point, quand un mec avec une blouse blanche te dit un truc, en fait, tu l'écoutes. Oui, non note, excuse-moi, je vais dire Adèle BP07, soyons précis. Au bout d'un moment, en fait, il y a un vrai effet sociétal, structurel, hyper important, qui fait que, je suis désolé, mais quand un mec avec une blouse blanche t'explique très sérieusement que tu devrais faire ça, t'as tendance à l'écouter en fait de façon assez naturelle. Non, bah justement, en pédopsie, tu défends les enfants, parfois malheureusement victimes d'inceste ou de choses comme ça. Alors oui, moi je suis pas vraiment d'accord avec cette histoire de tu défends les enfants. Moi je pense pas que la pédopsychiatrie serve à défendre les enfants. Ça sert à les gérer. C'est une espèce de garderie spécialisée hyper violente
avec des drogues. Genre, à aucun moment, tu prends soin des enfants. Tu prends plus soin de la société que des enfants, en vérité. Hein. À la base, si tu les mets en pédopsychiatrie, si tu les internes en pédopsychiatrie, c'est parce que t'as peur de ce qu'ils pourraient faire au reste de la société. C'est pas pour les aider eux à la base. Hein. Je dis pas que ça n'a aidé personne. Hein. Mais en fait, si tu détruis 4 personnes pour en sauver une, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Et c'est pourquoi? Juste parce que t'as vu sur le terrain, c'est ça qui t'a le plus passionné? Déjà parce que dans le niveau du développement humain, on se développe plus entre 0 et 18 qu'entre 18 et 65. Il se joue des choses et qu'on peut vraiment parfois infléchir des trajectoires. Au moins on peut essayer. Donc on connaît bien le psychiatre qui va avoir une influence absolue sur son patient. Ouais, Et, Ah ouais, de fou malade, hein. Genre, donc, les gens, quand je vous dis qu'il y a des alternatives aussi, j'élabore pas parce que là, je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça vaudrait le coup aussi de revenir sur toutes ces alternatives, genre les pères aidants, toutes ces nouvelles méthodes en fait qui sont en train d'essayer d'être mises en place pour éviter justement que tu aies ce truc de il y a le médecin qui va te soigner ta maladie psychiatrique. Bah justement, tiens, on va parler de toi, je pense que c'est un sujet plus intéressant. Oui, moi je suis. Père aidant, c'est père P-A-I-R et c'est pour dire genre par exemple dans la communauté trans, nous on fait ça depuis quasiment toujours. C'est quand tu parles en fait avec d'autres trans de ta transidentité. C'est-à-dire que plutôt que d'aller parler de ta transidentité avec un psychiatre qui n'y connaît rien ou qui a suivi une formation de 48 heures sur le sujet, tu vois, tu vas en fait genre être dans un groupe avec je sais pas moi 8 personnes trans à différents stades de leur transition et tu vas pouvoir discuter avec eux. Mais en fait, c'est beaucoup plus enrichissant ça que un quelconque rendez-vous psychiatrique. Et moi, ça me semble ouf qu'on en soit là en 2025. Hein. De réaliser ça maintenant, je suis en mode... Enfin, tout ça parce qu'il y a eu des médecins qui étaient en mode « Je vais étudier le cerveau !» Et du coup, on m'en a mis autant de temps que ça à se dire peut-être que c'est une bonne idée de mettre plein de gens qui sont concernés par le même truc ensemble pour pouvoir en parler. Genre moi, par exemple, tu me mets dans une pièce avec genre 5 hyperactifs pour pouvoir parler de l'hyperactivité. Tu me fais faire ça genre à 16 ans, je pense que ça m'aide énormément dans la vie. Psychologue, mon rôle, enfin je suis en psychologie, j'ai mon cabinet. Et si j'essaie de définir rapidement... Vraiment, la psychiatrie, c'est pas une science, c'est une médecine. Hein. Il faut vraiment distinguer science et médecine. Simplement, en gros, il y a des gens qui ont besoin de moi et je suis là pour leur rendre service et les aider au mieux avec leur santé et leur bien-être. Il y a des médecines non scientifiques, hein, genre la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui n'est pas scientifique. Et à côté, je fais des livres et j'ai une chaîne YouTube pour pouvoir vulgariser la psychologie. Le boutiquier. Bah oui, boutiquier, parce qu'en fait, on en parlera plus tard, mais au lieu de garder la santé mentale pour les psychiatres et leurs petits pouvoirs, j'essaie de la vulgariser à plein de gens et leur donner le pouvoir de gérer eux-mêmes. Voilà. Oui, du coup, on va parler vite fait de c'est quoi la différence entre psychologue et psychiatre, si jamais c'est pas clair. Un psychiatre, c'est un médecin, donc c'est quelqu'un qui suit des études de médecine, donc il passe par le numerus clausus, les études de médecine, tout le machin. Voilà, il a la même formation qu'un médecin généraliste au début, il a la même formation initiale que plein de médecins. Tous ces gens qui ont fait des bac plus 10, qui sont extrêmement bien payés, qui généralement sont des énormes bourgeois, et qui, il y en a à peu près la moitié qui sont vraiment là pour vous aider, l'autre moitié qui sont là pour le statut social. Ça, c'est les médecins. De l'autre côté, on a les psys qui, en fait, eux, n'ont pas de formation médicale à proprement parler. Ils ne sont même pas tous, d'ailleurs, psychothérapeutes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas tous agrémentés pour faire de la psychothérapie. Ça, c'est un truc quand même assez précis où il faut quand même avoir une validation, une espèce de certificat qui fait que tu as le droit d'être ça. Mais il y en a qui ne le sont même pas du tout. Hein. Genre, moi, je connais des hypnothérapeutes qui n'ont pas ça, qui sont pas psychothérapeutes et qui font quand même des séances et ça se passe très bien. Et du coup, ils sont en activité libérale en général. Et c'est un peu le cas pour les deux. C'est-à-dire que généralement, les médecins s'organisent en activité libérale, les psychiatres s'organisent systématiquement en activité libérale. J'explique c'est quoi la différence. Activité libérale, c'est-à-dire que tu as ta petite entreprise. Donc tu montes tes petits trucs, tu fais tes petites comptabilités, tu gères tes petits actifs, tes petits passifs, tu es une petite entreprise. Voilà, les médecins généralistes, en général, c'est ça. Ils sont leur propre petite entreprise. La différence entre, du coup, les médecins et les psychologues, c'est qu'en fait, il y en a certains qui vont en fait être, je sais plus comment on dit, qui vont avoir le truc de la sécu. Et les psychologues ne font pas encore partie du truc de la sécu parce qu'ils boycottent, mais ça, on va en revenir du coup un peu plus tard. Enfin bref. Conventionné par la sécu, c'est ça. Et donc la grosse différence entre les deux quand même, c'est 7 ans d'études, quand même mine de rien, c'est pas dégueu, et deux visions en fait vraiment très différentes de ce qu'ils font, tu vois. Du coup, nous, en fait, le côté médical, on n'y connaît rien. Voilà. Par contre, vu que nous, on est en psycho, on y connaît beaucoup plus en psychosocial, en gestion du patient, en étant gentil avec eux, en les maltraitant pas. Voilà, parce qu'on a été formé à ça. Ok, c'est pas le cas des autres, c'est ça? Contrairement aux psychiatres, voilà. Par exemple, c'est vrai que là, un truc en psychiatrie, c'est que tu peux faire de A à Z toute ta formation psychiatrique et à aucun moment on t'apprend comment t'occuper d'un patient correctement. C'est tout à fait possible, ça arrive encore, y a aucun problème avec ça. Est-ce que c'est si mal fait? Pourquoi les psychologues ne remboursent pas? On peut commencer par pourquoi c'est si mal fait. L'ADECH que tu dis pour les CMP, c'est aussi l'ADECH pour les psy en libéral.
D'ailleurs, moi, je sais pas combien de temps d'attente. J'ai une collègue qui est arrivée dans mes cabinets en 8 mois, elle était pleine. Là, je cherche des gens pour qu'il y ait des gens dans notre ville, pour qu'on n'ait pas de temps d'attente, il y a personne qui veut venir. Donc maintenant, même les psys en libéral, c'est la dèche en fait, pour avoir des places. Oui, c'est vrai que c'est pas facile non plus. SMP C'est la demande. dèche partout. Ouais, et donc du coup, effectivement, moi, l'un des points importants et qu'il faudra qu'on voit, c'est qu'en fait, rentrer la santé mentale sur les psys et les psychiatres, c'est une idée à la con, parce que Il y a Voilà, d'autres. moi je trouve que ça c'est important et c'est ça le vrai discours qu'il faut avoir sur l'antipsychiatrie. Enfin, l'immense majorité des gens qu'on voit, je pense, avec Pedro, c'est des gens qui t'expliquent des trucs en fait auxquels tu peux rien. Ils se sont fait virer. Ils ont, je sais pas, moi en ce moment je travaille avec en périnatalité, donc beaucoup de femmes enceintes, beaucoup d'histoires où t'as quelqu'un, je sais pas, son enfant il a un handicap. La société elle est validiste, son mec se barre parce que les mecs se barrent dans ces cas-là, tu vois. Et toi t'es là, une psychothérapie ça peut l'aider, un traitement même ça peut l'aider parfois, mais en fait t'es un peu démuni parce que la situation elle est très sociale et c'est ça qui fait exploser le nombre de demandes. Donc c'est déjà un Voilà, moi je trouve ça complètement ouf en vrai. Genre, quelque part il a raison. En mode, genre, comment ça se fait qu'une mère célibataire, qui du coup doit s'occuper de son enfant toute seule, qui est dans la merde financière, qui galère en fait à joindre les deux bouts, forcément elle fait une turbo-dépression. Pourquoi est-ce que c'est au psychologue ou au psychiatre d'aider cette meuf en fait? Clairement, son problème il est pas dans sa tête, hein. Ça me semble évident. Et je trouve ça ouf qu'on soit encore là à le rappeler en fait, ce truc-là, tu vois. Pas dû le seul psychiatre basé. Oui, jusqu'à un certain point. Et le deuxième point aussi, c'est que politiquement, les mecs ont fait un peu l'inverse en faisant en sorte qu'il y ait très peu de formation de médecins, notamment de psychiatres, très peu de formation de psychologues, très peu de formation d'infirmiers, infirmières. Et donc, s'il n'y a pas assez de soins, c'est parce qu'il y a des conditions de vie de plus en plus dures et pas assez de soignants parce que ça coûte cher de mettre des CDI à des gens. Hein. Il y a 48% des postes manquants en psychiatrie quand même. Hein. T'imagines ? Ah ouais. C'est un peu le délire. Alors encore pour y avoir plus de postes que ce que les mecs disent. Mais de toute façon, il y a un problème général avec la médecine en général. les services publics en ce moment. Oui, bon, bref, l'État en a absolument rien à branler de la santé mentale, et du coup, il n'y a pas assez de moyens. Bref, les dysfonctionnements viennent basiquement de là. Après, là, si je croise vos deux réponses, il y a. En fait, t'as dit tout de suite un truc qui, pour moi, déjà, ça fait partie de là où on a envie d'aller avec ce débat. Mais le truc de dire, en vrai, est-ce que les gens ils vont mal à cause d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont un problème, par exemple, je sais pas, ils ont des neurones en mauvais état, ils ont un code génétique programmé à l'avance, qui font qu'ils. Oui, ou peut-être qu'il y a un lien directement, en fait, établi et fait depuis plusieurs années entre la baisse du niveau des conditions de travail d'à peu près tout le monde et l'explosion, du coup, des problèmes de santé mentale, qui n'est absolument pas juste dû au fait que les gens sont plus aware de leur santé mentale. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que, ah, ça y est, les gens, en fait, s'ouvrent un peu sur la santé mentale, donc en fait, on recense plus de problèmes de santé mentale. Non. C'est pas que ça, je suis désolé, je peux pas expliquer juste à travers ce truc-là. Il y a le fait que les gens sont de plus en plus précarisés et que typiquement des modèles de société dans lesquels, par exemple, tu passes ta vie en intérim, c'est super violent pour ta santé mentale en fait. Si tu fais que enchaîner des intérims de nuit ou ce genre de trucs, ça peut quand même vraiment vite devenir un enfer ta vie. Je veux dire, le confinement qui a traumatisé toute une partie de la population, typiquement, moi je m'en suis jamais vraiment remise. Genre, il y a énormément de trucs en fait où je suis désolé. Penser que ça vient de toi, le problème, c'est quand même un peu une dinguerie, je trouve. Après, ça peut venir de toi ou de la société, non. Bah, en fait, ça dépend ce que tu veux dire par ça peut venir de toi ou de la société. C'est quand même la société qui définit, genre, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal. Si quelqu'un a envie de rester enfermé chez lui toute sa vie, mais qu'il est heureux comme ça, est-ce que c'est à toi de dire qu'en fait, cette personne, elle a un syndrome de Diogène et qu'elle est inadaptée et qu'il faut la soigner? Ou est-ce que, en fait, c'est pas le problème de la société qui dit que cette personne-là est folle, alors qu'en fait, ça se trouve, genre, juste, elle est bien comme ça. Tu viens vivre sa vie comme ça, enfin... Tu regardes du côté des métiers précaires comme les agriculteurs, qui a toujours beaucoup de suicides. Bah oui, bien sûr, de toute façon, la santé mentale des agriculteurs, c'est une dinguerie. Hein. Et puis, c'est pareil, c'est totalement structurel. Le fait que les agriculteurs se suicident, c'est pas parce que le fait d'être dans un champ, c'est super difficile. Je veux dire, de tout temps, les agriculteurs ne se sont pas suicidés. Hein. Et pourtant, ça a toujours été de la merde hein, de s'occuper d'un champ. Ça a toujours été horrible. Hein. Là, il y a aussi des trucs de conditions de vie, en fait. Ils peuvent pas forcément travailler dans de bonnes conditions, en fait, déjà de base. Et surtout, avoir une vision de l'avenir. Ils possèdent même pas leurs outils de production. Ils possèdent même pas leurs trucs à eux. Ils sont dépendants d'une espèce d'entreprise dégueulasse qui leur vend des graines stériles pour faire pousser des espèces de plantes sélectionnées qui peuvent même pas faire se reproduire eux-mêmes. Du coup, ça les rend dépendants. Et ensuite, en plus, il y a les marchés internationaux qui s'ouvrent. Et du coup, ce qu'ils cultivent n'a plus aucune valeur. Enfin... énormément d'effets comme ça. Il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques qui font que si il se passe un truc dans leur vie, peut-être qu'ils vont être un peu plus dépressifs. Mais le rôle de la société, ça devrait être justement d'aider les gens à ce qu'ils ne soient pas dépressifs dans ce cadre-là, tu vois. Et donc, ça veut pas dire que c'est une maladie et que ces gens-là, c'est des dépressifs par essence, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un problème à considérer la maladie comme une maladie physique. Parce Exactement. Il y a des gens qui vont mal, mais pour moi, ils sont sains d'esprit. Par exemple, je prends un cas d'une patiente, elle arrive, elle est dépressive, elle allait avoir plein de psychiatres et tout,
Et elle voulait pas le prendre les médicaments, donc on cochait la case. Elle m'a dit, on m'a coché la case, n'adhère pas à la thérapie, voilà, et on l'a affiché comme ça. Voilà, ça c'est bien un truc de psychiatre, ça. Voilà. Hein. Alors, pas que de psychiatre, de médecin, de psychiatre aussi, mais de médecin, parce que tu verrais. Là, il a raison de recadrer Padu, parce que c'est encore plus violent quand c'est des psychiatres, mais c'est tous les médecins, oui. Comment les patients psy sont traités aux urgences. T'arrives aux urgences et il est marqué qu'il y a 15 ans, t'as fait une tentative de suicide. Oui. T'as l'urgentiste, il t'appelle, il dit oui, machin, il a fait une tentative de suicide. Mais tu dis, mais là, il va comment? Il dit, ah bah là, il est bien, il a une douleur. T'es là, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à faire? Le mec, non, mais vraiment, il y a vraiment des choses comme ça, tu vois. Je reprends parce que tu me coupes la parole, donc je vais la couper aussi. Hein. Enfin, j'avais pas fini mon histoire. Il est bon, franchement, Psycho quoi qu'il est, je trouve qu'il assure. Donc, du coup, ma patiente, elle voit les gens et à chaque fois, on lui dit, parce qu'effectivement, elle rentre dans la case dépression. Donc, on lui dit, ben voilà, on va vous soigner comme ça, il faut que vous fassiez ça, il faut changer ça. Sauf que du coup, moi, je la vois, on analyse un peu, on voit qu'en fait, ça se passe mal à son travail, qu'elle est un peu acérée, que ça passe pas avec les autres. Il faut qu'on trouve une solution à ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez aller au travail, pas aller au travail. Et en fait, elle m'a dit, la meuf, après, mais c'est bizarre, hein, parce que vous êtes le premier qui me dit pas que c'est moi qui ai un problème et qu'il faut qu'on change. Voilà. C'est une dinguerie. Vous comprenez quand je vous parle de problèmes structurels dans le monde médical où en fait on systématise vraiment le fait que c'est toi le problème et on te dit tout le temps c'est toi le problème systématiquement quoi. Non parce qu'en fait je sais pas s'il y a des problèmes tant qu'on sait pas ce que vous voulez. Mais du coup c'est l'idée, c'est qu'en fait on part d'une maladie qui est la dépression. Sauf qu'en fait, quand ça se passe mal au travail, c'est pas anormal que ton organisme te dit ça se passe mal, tu souffres, donc tu vas te rentrer chez toi et tu vas rien foutre parce qu'en fait, tu vas te protéger de ce que tu es en train de subir. Donc du coup, avec sa dépression, il souffrait moins qu'à son travail. Donc c'est logique. Et en fait, il y a plein de choses qu'on appelle des maladies psy qui sont en fait juste la normalité de quelqu'un qui a souffert avant en fait. Et du coup, moi l'intérêt, c'est justement que si on prend la personne comme malade, on oublie justement les 15 ans de souffrance avant. Et ça craint, parce que du coup, quand on veut chercher des solutions, en fait, on reste sur la personne et on voit pas que peut-être qu'on devrait changer tout ce qui s'est passé avant que la personne soit dépressive. Et du coup, il y a un gros biais que certains psychologues aussi, parce qu'on n'est pas beaucoup mieux formés que les psychiatres, ne voient pas. Voilà. Ce gros biais que la personne, elle a 30 ans de souffrance avant de venir dans le cabinet quand même. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est méga basé, c'est maxi basé, tu vois. En mode, c'est un vrai truc qu'il faudrait faire de ouf, tu vois. Et arrivé dans ce live direct de ma deuxième nuit en HP, ça tombe à pic. Ah bah écoute, franchement, force à toi et bon courage, hein. C'est pas facile d'être en HP et tout. J'espère que t'as des gens autour de toi et tout. Sinon, je suis là, moi, écoute. Donc on se régale. Quand t'as plus de batterie, c'est logique que tu te mettes en mode veille. Oui. Je pense que le fait que les psychiatres reçoivent une formation de médecin les pousse à vouloir soigner les gens même si elles ne sont pas malades. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé absolument dingue. C'est que moi, à la base, je suis vraiment une meuf qui suis très pro-science. Hein. Moi, à la base, je suis une Z mentale. Hein. Et justement, quand t'es une Z mentale, un truc que t'aimes bien un peu critiquer assez facilement, Z, c'est pour zététiciens, les gens. C'est les gens insupportables sur Internet qui sont en mode « Moi, je doute de tout. Et donc, je suis scientifique et donc plus intelligent que tout le monde. » C'est ça, Z. Quand j'étais une Z mentale, une ingénieure mentale, en fait, oui, tout simplement, j'étais en mode « Oui, un truc qui est facile à se moquer, c'est l'homéopathie. » Parce que l'homéopathie, je sais pas si vous le saviez, mais ça n'a vraiment aucune base scientifique. Ça a même été débunké un sacré paquet de fois, l'homéopathie, comme quoi c'était pas une médecine très scientifique, voire pas du tout scientifique, voire c'est quasiment du charlatanisme, en fait, à ce niveau-là. Mais... En fait, du coup, moi au début, j'avais cet avis de l'homéopathie, on dérembourse tout, on enlève tout, ça sert à rien, c'est de la merde, ça dégage. Quand tu discutes avec des gens qui vont voir des homéopathes, et que tu parles avec eux, et que tu leur demandes pourquoi ils vont voir des homéopathes, pourquoi machin, etc., pourquoi est-ce qu'ils se soignent de cette façon-là, en fait. Et il y en a plein, ils vont t'expliquer que oui, ils sont au courant, hein, que c'est pas prouvé. Ils savent, hein. C'est juste que l'homéopathe, c'est le seul professionnel de santé qu'ils vont voir, qui leur demande comment ils vont. Parce que dans l'homéopathie, il y a toujours eu cette idée que tu ne soignes pas une maladie, tu soignes un patient. Et que du coup, il faut prendre en compte l'entièreté du coup de la vie de ce patient si tu veux qu'il guérisse. Donc les gens, quand ils vont voir des homéopathes, les homéopathes un peu basés depuis toujours, ils disent « Alors, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous pensez à sortir? Est-ce que vous voyez des gens? Est-ce que ça va au travail ?» Et en fait, même quand tu vas aller voir pour une grippe, hein, ils te posent toutes ces questions-là, en fait. Parce que évidemment que tu n'es pas un symptôme, tu n'es pas une maladie. Tu n'es pas autiste. Tu n'es pas borderline, parce que tu n'es pas cancer non plus en fait. Parce que dans la psychiatrie, dans la psychologie, il y a ce truc de dire aux gens, alors toi tu es un autiste, d'accord? Du coup maintenant on dit tu es sur le trouble du spectre autistique pour être un peu moins essentialisant quand même, mais c'est quand même une dinguerie que pendant des années on a dit, alors ça c'est en fou. Voilà, il est par essence fou, donc du coup on va le droguer. Sur les trucs de l'homéopathie, en fait, l'homéopathie, ok, médecine alternative, il y avait quand même un vrai truc. Je suis désolé, où il y a des gens qui quelque part, ils y retrouvaient leur compte parce qu'ils avaient enfin un professionnel de santé qui leur demandait comment ils allaient, qui essayait de prendre soin d'eux, en fait. T'arrives pas dans un cabinet froid, bizarre, avec un squelette dans un coin. T'arrives dans un endroit de chill, avec des plantes, un fauteuil, une nana sympa qui clairement aurait été une hippie il y a quelques années, tu vois, qui clairement fume du shit entre chaque séance, il y a aucun problème, et qui en fait va s'occuper de toi comme une espèce de maman baba cool, et c'est très bien. En fait, prendre soin des gens, parfois, t'as pas besoin d'avoir 10 ans d'études
pour le faire beaucoup mieux qu'un psychiatre ou qu'un médecin, tu vois. Ils écoutent les petits tracas, tu peux savoir sans remettre en cause ton vécu ou l'écarter. Oui, et puis surtout, un homéopathe, en fait, il a aucune raison de te mettre en doute ce que tu crois, de mettre en doute ce que tu dis. Parce que justement, les médecins et certains psychologues, mais surtout les médecins, et à plus forte raison les psychiatres, ils ont un biais insupportable ils ont fait 10 ans d'études sur l'esprit humain et ce genre de trucs. Donc en fait, ils savent mieux que toi ce que t'es en train de vivre. Et du coup, parfois, tu leur dis genre, oui, moi, genre, il m'arrive ça. Et ils te disent, ah non, c'est pas possible en fait. Non, tu me mens. Non, parce qu'en fait, toi, t'as ça. Donc tu peux pas avoir ça, c'est pas possible. Non, continue à prendre la drogue que je t'ai donnée. Et ça arrive tout le temps. Typiquement, genre, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on a pu donner des traitements extrêmement lourds à des gens qui n'ont vu qu'un seul docteur, déjà, par exemple. Ça, je trouve ça ouf. Moi, par exemple, quand je suis allé au centre pour les troubles du comportement alimentaire, j'ai trouvé ça hyper juste et correct que d'avoir vu genre 7-8 spécialistes en une seule et même journée pour avoir en fait genre 7-8 points de vue différents de médecins différents sur ce que j'ai pour essayer de commencer à éclaircir la situation en fait. Et du coup, au final, je me retrouve avec un bilan de 10 pages qui résume tout mon profil psy à plein de niveaux sur tous les machins et pas du tout que par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, mais qui est vraiment très général sur tout, tu vois. Et en fait, grâce à ça, je peux m'en servir de base. Mais moi, si j'avais eu l'avis que d'un seul médecin, je me serais pas senti bien, en fait. C'est normal. Et comment ça se fait qu'on peut te filer des traitements de fous malades avec des drogues de psychopathes avec l'avis que d'un seul médecin? Donner un antipsychotique, me dire mal prescrire un antipsychotique à quelqu'un, c'est d'une violence absolue, hein. Parce qu'un antipsychotique que tu files à quelqu'un qui est pas psychotique, bah c'est un psychotique en fait. Et ça arrive quand même encore assez souvent, donc bon, dinguerie quand même un peu. Genre, ça risque de le tuer. Oui, voilà, typiquement en fait. Et il y a plein de médecins qui font ces erreurs-là, ils sont toujours médecins, il n'y a pas de problème. Hein. Parce qu'en même temps, si on les virait tous, on n'aurait plus assez. Déjà qu'on n'a pas assez, mais bon, alors là, il en resterait plus beaucoup. Hein. Un discours qui est critique de la psychologie, en fait, souvent dit ça. C'est-à-dire que la psychologie a tendance à individualiser des soucis sociaux, tu vois. Après, évidemment, toi, quand t'es dans le rôle du psychiatre, dans le rôle du psychologue et tout, et que t'as quelqu'un qui arrive devant toi qui te dit je vais me suicider, tu vas pas lui dire ah oui, mais c'est la faute à la société, tu vois. Tu peux lui dire ça, mais tu vas aussi essayer de l'aider, dire voilà, je sais pas, essayer de faire une thérapie sur son anxiété, essayer de lui donner un traitement, tu vas essayer des choses, mais il faut toujours garder à l'esprit et le faire comprendre aux patients. Moi, je dis quasiment à tous les patients aussi, d'essayer de lui faire comprendre que déjà, c'est pas des maladies, comme tu dis. C'est tout le problème, d'ailleurs, former des médecins à devenir psychiatre, c'est que, étant donné qu'on est formé en médecine à travailler sur des maladies, telle artère se bouge. Donc, moi, ça me fait penser à un truc, genre, je sais pas si vous avez déjà vu mon TikTok sur la mélanine, parce que à chaque fois que j'explique que je suis insomniaque, systématiquement, il y a quelqu'un dans mon chat ou quelqu'un dans mon entourage proche, où il y a quelqu'un qui débarque, qui spawn, et qui me dit hey, t'as essayé la mélanine? Est-ce que t'as déjà... troublante, et j'en ai trop marre. Genre, déjà parce que petit 1, oui. Petit 2, c'est même pas prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Et petit 3, je veux dire, quand je vous dis que je suis insomniaque, pourquoi le réflexe premier de tout le monde, c'est de se dire, il faut lui filer un machin pour qu'elle dorme mieux. Du coup, genre, je dors mal. Donc en fait, la solution, c'est de me filer un truc qui va me servir de palliatif à ça. En fait, peut-être que si j'arrêtais de vivre sous le seuil de pauvreté, si je savais ce que j'allais faire de ma vie, si j'avais un peu moins des problèmes dans ma vie, on va dire sur certains trucs au niveau relationnel, s'il n'y avait pas genre la montée du fascisme partout en Europe et qui est déjà arrivé au pouvoir en Amérique où ils ont déjà commencé à oppresser et à opprimer les personnes trans, peut-être que si t'enlèves déjà tout ça de ma vie, je vais mieux dormir. Par exemple. Peut-être que c'est pas la mélanine la solution. Et c'est là que tu vois le problème fondamental de la psychiatrie, de la psychologie, c'est qu'on réfléchit tous comme ça en fait. On a fini par tous devenir des psychiatres mentaux où dès que quelqu'un va mal, on leur dit ah tiens prends un médoc. Mais nique ta mère en fait, peut-être que je vais mal pour des vraies raisons. Moi j'ai même l'impression que tu sous-estimes les raisons qui me font aller mal quand tu me dis ça. Non mais c'est bon, ça n'a pas été un vrai truc, ça va être dans sa tête. Tiens prends un médicament, ça ira mieux. Va te faire foutre en fait, c'est mes conditions de vie qui font que j'en suis là. On a tendance à dire ouais mais il y a des gens même qui disent non mais en fait je suis dépressif, c'est comme un rhume, c'est comme une jambe cassée. Parce que tout à l'heure t'as dit les deux avis, la Thibaut InShape et la psy qui l'a invité, c'est vraiment les deux avis généraux qu'on entend très souvent. Là déjà ce qu'on est en train de dire, à part, on sort des circuits classiques. Tu peux avoir des cas de gens où il leur manque tel gène, du coup ils n'ont pas telle protéine, et du coup par exemple il y a beaucoup ça dans les troubles du spectre autistique sévère avec déficience intellectuelle, épilepsie, où aujourd'hui on a du mal, tu vois, même en changeant d'environnement, à savoir comment est-ce que ces gens-là, on va les aider au mieux pour qu'ils acquièrent le plus possible de langage et tout, parce qu'il leur manque vraiment des choses. Ouais, mais c'est pas du tout le cas commun, si tu veux. Ouais. Non, mais si tu veux, la plupart des gens, ils ont peut-être des prédispositions, mais comme on a des prédispositions à tout, il y a des gens, ils prennent plus facilement des coups de soleil. Bon, il y a clairement un effet bizarre aussi ils les ont mis face à face, mais dans les faits, ils voient absolument pas les mêmes personnes, hein. Psycho Quack et pas du ring.
Je veux dire, Paduring, il a été dans les urgences et tout, où il a été proche de personnes qui sont traumatisées à des degrés hyper sévères. Il a déjà été au contact de gens qui ont des maladies psy, un peu comme ma grand-mère, quoi, qui voit des crocodiles, qui se fait attaquer par les oiseaux, qui pense qu'il y a le fisc, en fait, qui est basiquement la CIA, qui l'observe dans tous ses moindres faits et gestes, qui parfois pense que les médecins sont des agents du gouvernement qui veulent lui voler ses impôts. Elle se demande si on n'est pas des agents des impôts déguisés. Parce qu'on dit quand même très long sur les origines des problèmes de santé mentale de ma grand-mère, au passage. Voilà, c'est pour ça que je vous dis quand même ma grand-mère qui a quand même un vrai... Enfin, son cerveau est vraiment niqué, vraiment à un niveau... C'est difficile. Alors vraiment, les gens, c'est difficile. Même elle, en fait, qu'est-ce qui l'obsède? Les impôts. Super. Paye ta société équilibrée, hein, vraiment. Paye ton monde qui fonctionne bien, quoi. Parce que voilà, ce qui s'est passé avec ma grand-mère, c'est elle avait pas été diagnostiquée schizophrène, elle avait jamais eu de schizophrénie avant. C'est juste qu'elle s'est rendue compte au bout d'un an que son mari l'a trompée, il s'est barré genre le jour de Noël, et elle avait jamais travaillé de sa vie. En fait, elle est tombée dans une paranoïa absolue du fait qu'elle a eu peur de plus être capable de payer son loyer, plus être capable de payer les impôts. En fait, elle a cru que... il allait y avoir les huissiers et tout, qu'elle allait débarquer, qu'elle allait tout prendre en fait chez elle. Et vu que c'est une femme de son époque, elle manquait d'éducation à plein de niveaux, c'était son mari qui s'était occupé de tous ces trucs-là depuis toujours. Et en fait, ça l'a rendue folle. Et c'est ça à la base qui l'a rendue folle. Et ce qui l'a rendue folle aussi, c'est que du coup, elle s'est retrouvée isolée. C'était après que les gamins se soient barrés de la maison, donc ma mère et mon oncle. Et en fait, personne ne l'a vu sombrer. Et du coup, lorsque tu laisses quelqu'un sombrer pendant trop longtemps, après, tu peux plus la récupérer, quoi. Ça, c'est un truc que plein d'expériences faites même de façon des expériences horribles, hein. On a torturé des animaux et tout pour ça, hein. Des expériences qui ont démontré que tu traumatises quelqu'un trop longtemps, en fait ça va rester à vie, quoi. Et en fait ça va te niquer ton cerveau pour toujours. C'est ce qui arrive à ma grand-mère, quoi. Et c'est compliqué parce qu'en plus de ça, du coup derrière elle a été diagnostiquée. À l'époque ça s'appelait maniaco-dépressif. Aujourd'hui on dit plus maniaco-dépressif. Aujourd'hui on dit schizophrène. Et en fait on lui a filé plein de traitements et vu que c'était la psychiatrie de l'époque, maintenant c'est la psychiatrie de maintenant, les traitements ils ont beaucoup évolué, tu vois. Et moi j'ai jamais pu regarder vraiment l'historique précis de tout ce qu'on lui a filé comme drogue et tout, tu vois. Mais c'est maxi vénère, hein. Enfin, c'est bipolaire ça. Non mais ouais, les gens ils ont pas arrêté de changer. Ils ont pas arrêté de changer le diagnostic de ma grand-mère. Et en plus de ça, c'était une femme qui n'avait jamais travaillé, qui était toute seule, la droguer tous les jours. C'était le seul moyen que la société elle a trouvé aussi de s'occuper d'elle. Parce que ma mère pouvait pas s'occuper d'elle parce qu'on n'est plus du tout dans une société dans laquelle les enfants s'occupent de leurs parents. Voilà, il y a une époque où c'était un peu ça. On est complètement sorti de cette méta-là avec la modernité. Voilà, depuis la modernité en Occident, voilà, on ne s'occupe plus de nos parents. Ce qui est pas la faute de ma mère, hein. Pour moi, c'est la faute de la société, hein. Et le fait est que, du coup, derrière, comme personne n'était là pour s'occuper d'elle, on l'a droguée, quoi. Tous les jours de sa vie. Et pas seulement pour traiter, du coup, ses hallucinations. On n'a pas simplement traité ses hallucinations, on a aussi traité sa dépression, on a traité tout le reste, en fait, de cette façon-là. En fait, il y avait pas de... Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre aussi, tu vois? Il n'y avait pas de structure pour l'accompagner, il n'y avait pas de structure pour l'accueillir, tout ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est ça qu'il faut mettre en place aussi quand tu parles d'antipsychiatrie, quoi. C'est en mode, mais pour les gens comme ma grand-mère, est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose que de les foutre en hospice et de les laisser devenir de plus en plus fous, quoi? Parce que objectivement, moi, ma mère, elle peut pas s'en occuper toute seule, hein. En fait, et voilà, il y a plein de questionnements comme ça de comment on gère ces gens-là, en fait. Comment est-ce qu'on les gère? Et je suis désolé, la psychiatrie, ça va pas suffire, hein. Genre, ça ne va pas suffire. Moi, je suis pour qu'on revienne à un truc où on s'aide en communauté, en fait. Il faut qu'on s'occupe de nous tous collectivement. Ah putain, je suis désolé pour toi, Sachelot, tu me dis... À titre perso, je fais que ça, m'occuper de ma mère, et ça c'était mental fragile. C'est trop dur mentalement, mais bon, j'aime ma mère, donc je le fais. C'est des situations qui sont terribles, hein. Genre, tu peux vraiment te faire bouffer par ta mère ou ton père, parce que tu dois vraiment énormément t'occuper d'eux. Et pour moi, ça devrait pas être à nous, individuellement, de nous occuper de ça, quoi. Moi, genre, je vais pas vous mentir, la team. Si demain, ma mère devient folle, ou même si elle meurt, en fait, je sais pas ce qu'on fait, tu vois. Genre, pour s'occuper de ma grand-mère, moi, je pense que je redéménage dans le Nord. Faut que j'aille m'occuper de ma grand-mère. Je crois que là, ça fait 1 an qu'elle a vraiment fait en sorte que s'il lui arrive quelque chose, tous les papiers, normalement, ça se fait bien. Ça, normalement, c'est géré. Et pourquoi c'est à elle de s'occuper de ça toute seule? Ou pourquoi est-ce qu'elle est obligée de payer une EHPAD privée en Belgique, parce que ça coûte moins cher en Belgique, pour foutre ma grand-mère là-bas? Sachant que du coup, c'est une... Comment dire? Là, les gens, je vous ferai rien, c'est émotionnel, hein, mais... Vous savez ce qui se passe dans les EHPAD. Vous savez ce qui se passe dans les EHPAD qui sont des EHPAD de luxe, déjà, en fait. Les patients, les vieux, ils sont maltraités dans les EHPAD de luxe, hein. Il y a eu un scandale sur ça, sur Orpea, il y a quelques années. C'est des EHPAD très haut de gamme. Dans les EHPAD bas de gamme, comme celui de ma grand-mère, je veux dire... moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit maltraitée, hein, quotidiennement. Et en fait, elle nous en parle. Sauf qu'elle est folle.
Du coup, on sait jamais si ce qu'elle dit c'est vrai ou pas. Ma mère, elle la croit pas. Enfin, je me pose des questions, tu vois, parce que bah, je sais qu'il y a des problèmes dans les EHPAD. Je le sais, c'est un truc qui passe à la télé et tout, on en a parlé, il y a eu... et je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire face à cette situation-là, quoi? Moi, je peux comprendre que y ait tous les Japonais du monde qui se foutent de notre gueule parce qu'on maltraite nos vieux, hein. Je suis désolé, mais ils auraient raison, hein. Genre, je suis d'accord que dans les familles musulmanes et tout, ils sont en mode, non mais franchement, les Blancs, regardez comment ils traitent leurs aînés. Oui, en fait, hein. Moi, je suis désolé, je suis un peu d'accord avec ça, pour le coup. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bah, si les gens veulent un résumé, en gros, s'ils veulent aller taper sur Internet, en fait, il y a le modèle qu'on appelle biomédical, où vraiment on voit, tu as un fonctionnement, tu chopes une maladie, tu dysfonctionnes. Voilà, c'est le modèle de base et que même certains psychologues appliquent. Et en fait, on essaie en train de passer à ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que c'est jamais que ton organisme, jamais que la société. C'est hyper intéressant, le modèle biopsychosocial, hein. Franchement, il y a vraiment plein de choses qui sont travaillées autour de ça, sur des papiers. Enfin, encore une fois, vraiment, je vous encourage fortement à vous intéresser à la chaîne Horizon Gull, hein, parce que moi, c'est vraiment ma source principale de connaissances sur... Enfin, Hacking Social, je crois que la chaîne s'appelle. C'est ma source principale de connaissances sur la psychologie sociale. Ça fait des années que je la suis. J'ai appris récemment qu'elle était trans, donc j'étais en mode vas-y, let's go, trop bien, quoi. Ils ont fait toute une série sur les autoritaires et comment est-ce qu'on peut expliquer, en fait, comment dire, la dérive autoritaire par la psychologie sociale, et c'est vraiment intéressant. Même si, évidemment, moi, j'ai plus une lecture marxiste des choses, je trouve quand même ça vraiment intéressant. Et dans ce cas-là, en fait, des fois, en fait, bah, c'est pour ça qu'on va tomber sur le diagnostic, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais la notion de diagnostic, on n'a pas besoin en soi. La question, c'est est-ce que la personne est assez libre ou a les moyens de faire son projet de vie. Bref, alors là, c'est là que, alors ouais, on arrive dans une situation assez particulière, parce que du coup, on a d'un côté Paduring, qui est un psychiatre, qui n'est pas antipsyque. Donc, voilà. Ça le rend pas très basé sur ça. Par contre, c'est un vrai marxiste basé sur le marxisme. Ça, y a aucun problème. En face, on a PsychoQuack, psychologue, vraiment anti-psy, qui du coup, genre, est probablement plus basé sur l'anti-psy pour moi que l'autre, mais qui est vraiment pas très politisé, et qui du coup se retrouve à être très libéral, et qui du coup est en mode, oui, moi, mon métier, c'est avant tout d'aider les gens à réaliser leur projet de vie. Comme un coach en formation, ou je sais pas si... Tu dois vraiment définir ton rôle comme étant m'aider à réaliser mon projet de vie, tu vois, genre... je sais pas si c'est la bonne vision à avoir. En vrai, je le trouve basé sur plein d'autres trucs, tu vois. Mais tu sens qu'il y a une dimension libérale, très individualiste, de moi, je suis là pour aider les gens à se réaliser en tant qu'individu, pas forcément par rapport à un contexte social, etc. Et d'ailleurs, on va peut-être en revenir justement à pourquoi cette vision-là pose problème, peut-être juste après. J'aimerais bien qu'on tombe sur cet extrait-là quand même, où il parle justement de la question du trigger warning suicide. C'est un chat 100% autodiag qui ne jure que par le diagnostic. Donc ils ont besoin de se dire mais attends. Mon seul problème dans la vie, c'est que je suis bizarre. Donc il faut que je puisse quand même en faire une étiquette et que je puisse un peu la revendiquer comme que l'homosexualité. Ouais. La question du diagnostic, franchement, les gens, ils en parlent très bien. Bon, on écoute ça en accéléré, j'ai pas grand-chose à dire. Faut aussi souligner les moments où ils disent quand même des trucs assez justes et tout, parce que la vérité, c'est que l'émission est quand même pas mal, hein. Franchement, par rapport au setup que c'est, on aurait vraiment pu s'attendre à vraiment pire. C'est quand même globalement une bonne émission, où ils disent globalement de très bonnes choses, hein. Moi, je suis là pour apporter un angle un peu plus anti-psy, encore un peu plus précis, mais la vérité, c'est que depuis tout à l'heure, je suis quand même assez d'accord avec eux, hein. Je nuance, je ne dis pas on s'en fout. Le diagnostic, c'est des grilles de lecture qui peuvent aller très bien à certaines personnes, et c'est très bien que ça existe. Voilà. Mais par contre, ce n'est pas essentiel et ce n'est pas obligé en fait. Moi, je connais des psys très bien qui disent moi, le diagnostic, c'est l'émotion des gens. Voilà, ça leur suffit. Qui ressentent. Oui, qu'est-ce qu'ils ressentent et on analyse ce qu'ils ressentent. Donc ça valide l'auto. Alors, je vois du coup passer l'autodiag, je suis pas fan, etc. Écoute, moi, l'autodiag, j'ai aucun problème avec ça en fait. Ce qui est important à savoir, c'est que le diagnostic, ça représente pas une réalité. Voilà, une dépression, c'est pas quelque chose dans ton cerveau qui déconne et ça dépend, c'est pas la même réalité. Un autiste 1, c'est pas le même que l'autiste 2, que l'autiste 3, et ils ont pas les mêmes processus en tête, mais ils sont mis dans la même case. Donc en fait, les diagnostics, c'est des grilles de lecture et on essaie que les lectures se rapprochent à peu près du moins sur les diagnostics genre DSM et SIM, se rapprochent des connaissances scientifiques. Alors, DSM et SIM, ouais. Voilà. DSM, c'est en gros, c'est des classifications de maladies. Mais ce qui est important, vous voyez aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à justement l'épistémologie psychiatrique autour de la notion du diagnostic. Un diagnostic psy, ce n'est pas un diagnostic médical normal. Ce n'est pas un diagnostic médical d'une maladie classique en fait. C'est pas pareil. les diagnostics, c'est juste une grille de lecture de comment tu fonctionnes. Voilà. C'est une manière de te classer, ce n'est pas une réalité de ce côté, c'est des façons dont certains chercheurs et certains médecins te classement, il peut être utile des fois, parce que par exemple, il te permet de gagner du temps. Par exemple, si tu dis, oh, tu vas sur ChatGPT, tu dis qu'est-ce que j'ai ça. ChatGPT, tu dis t'es dépressif. Voilà. Mais ça te fait gagner du temps parce que du coup, tu peux aller chercher les modèles de la dépression et comprendre, ah oui, je suis dépressif à cause de ça. Donc tu gagnes du temps.
Mais par contre, des fois, c'est pas essentiel parce que tu connais ton problème, donc t'as pas besoin de passer par un diagnostic. Donc il y a un intérêt quand même pour gagner du temps. Il y a un intérêt aussi pour l'administratif. C'est-à-dire que moi, si les gens ils veulent des aides MDPH ou MDPH, c'est la maison. Départemental personne handicapée. Voilà, merci. Et si tu veux des aides, par exemple, tu es obligé d'avoir un diagnostic, donc il faut que tu rentres dans certaines. Voilà, exactement. Ça, c'est ce que tu disais, Raven. En fait, parfois, les étiquettes, désolé, les gens en ont besoin, en fait. Pour pouvoir reconnaître des trucs. Moi, je suis allé voir le centre des TCA et tout. C'était aussi pour pouvoir nourrir mon dossier AAH et tout. Parce que putain, c'est dur à vivre là. J'aimerais bien un peu de soutien par rapport à ça. Et oui, effectivement, le diagnostic peut avoir un intérêt, en fait. Le diagnostic, c'est pas un truc ni mauvais, ni bien. Mais alors, par contre, surtout, et ce qui est super important, c'est que ça ne vous définit pas, encore une fois. C'est pas parce que vous avez un diagnostic d'autiste que vous êtes un ou une autiste. Et vous êtes une personne, hein, quand même, avant. Enfin, il me semble. Hein. Parce que quand tu dis qu'il n'y a pas un autiste, mais des autistes, par exemple, même un dépressif, mais des dépressifs, est-ce qu'au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas, ça c'est une notion que les féministes, les LGBT ont fini par trouver, un spectre, tu vois, un spectre dans lequel on pourrait dire genre le spectre de l'autisme, dans lequel on pourrait classer Merci les LGBT, hein. plusieurs choses. Pour moi, Parce c'est que encore plus le bordel. Hein. Je me rappelle, les pères aidantes, c'est aussi un truc que nous, on a beaucoup expérimenté et tout. Franchement, je suis désolé, mais quand tu vois en fait le fait que nous, les trans, on est obligés d'essayer de survivre dans cette société de merde avec nos propres moyens, et du coup on est obligés en fait d'expérimenter, de trouver de nouvelles façons d'avancer, tu vois. Je trouve qu'on a développé plein de trucs en fait au sein de la communauté LGBT qui pourraient vraiment être un vrai coup de souffle pour tout le reste de la société. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo sur l'aromantisme. Le fait par exemple que dans la communauté LGBT depuis toujours, nous la notion de famille on a commencé à la déconstruire parce qu'en fait nos familles nous ont cancel. Donc quand tu te fais cancel par ta famille, bah oui, tu remets en question la notion de famille, tu crées la notion de famille choisie, la notion de famille construite. En fait ça c'est une notion qui pourrait bénéficier à toute la société parce que les familles construites comme ça il y en a toujours eu. Le nombre de gens qui ont été élevés par leurs oncles, qui ont été élevés par des amis de la famille après le décès de leurs parents, qui ont été élevés par leurs parents, etc. Mais tout ça ça correspond en fait. Et ça, c'est des trucs qui reviennent assez souvent. Et j'aurais tendance à dire, moi, que je trouve c'est bien que des gens essayent de se comprendre et de chercher des choses. Mais je peux comprendre aussi les gens qui disent, attention, vous en faites parfois des identités politiques. Et d'ailleurs, hein, c'est pas la première fois à notre siècle que ce genre de phénomène arrive, quoi. Et vous pouvez vous enfermer dedans. C'est pour ça que je voulais savoir un peu ce que vous en pensez vraiment de cette question, parce que je pense qu'elle anime plein de gens et plein de gens se posent des questions. Juste sur la question de l'autodiag, le problème pour moi, c'est pas l'auto, c'est le diag en soi. Tu vois, c'est-à-dire que la psychiatrie, déjà, dans toute son histoire, a eu tendance à inventer des catégories. Ça vraiment, c'est une bonne phrase. C'est vraiment une phrase à retenir. Le problème de l'autodiag, c'est pas le auto, c'est vraiment le diag. Je suis vraiment d'accord avec Padu là. Il y a des trucs totalement bidons, genre Homosexuel. la folie masturbatoire. Ah oui. À un moment donné, et dans la folie masturbatoire, hein. t'avais la calvitie, ça rentrait dedans, je sais pas du tout pourquoi. Il y a des mecs qui ont fait des ablations du clitoris à des femmes parce que, enfin, tu vois, il y a eu des trucs comme ça, on disait c'était un diagnostic psy, voilà, c'est un vrai diagnostic, tu vois, enfin, c'est ridicule. Et puis donné, aujourd'hui, on a le DSM. Alors le DSM vraiment c'est le Necronomicon, je veux rien savoir. C'est vraiment le bouquin du diable, je suis désolé. La classification de l'association des psychiatres américains. Le problème c'est qu'il y a un gros enjeu de labo pharmaceutique là-dedans, il y a comme 69% des gars qui ont écrit le DSM-5 qui ont des liens avec les labos pharmaceutiques, c'est quand même un peu gênant, tu vois. Ah bah tiens. Alors il dit un truc que je savais pas et l'information me tabasse, mais vraiment ça me tabasse. Plus en plus de catégories qui naissent, aussi parce que quand tu fais naître une catégorie, tu dis avant tu vois t'avais une dépression, t'avais un traitement pour la dépression et puis d'un coup tu dis bah ouais mais il y a une dépression elle est un peu spéciale et du coup il y a ce traitement là il vient pour cette dépression, le traitement il est breveté, tu vois, il y a quand même des enjeux énormes de thunes, hein, c'est le premier budget de la sécu française, hein, c'est 25 milliards par an les psychotropes en France. Le Necronomicon c'est le bouquin vraiment maudit sa mère dans Lovecraft, une espèce de bouquin avec un visage. Et bref, t'as le DSM qui va te faire des catégories diagnostiques comme ça qui vont parfois psychiatriser des choses. Le DSM. Ah oui, peut-être vous savez pas. Oui, c'est vrai, effectivement, le DSM. Le DSM, c'est un bouquin qui référence tous les diagnostics psy, qui en fait sert du coup de bouquin de référence. En gros, si tu cherches par exemple, typiquement par exemple, l'anorexie restrictive, c'est un trouble qui est dans le DSM. Il y a le diagnostic de l'anorexie restrictive avec boulimie, etc. et tout, tu vois. Et il y a aucune autre anorexie dans le DSM. Donc en fait, si jamais t'as autre chose en termes d'anorexie, il y a un psychiatre sur 2 qui refuse de te voir en fait, qui pense que ce que t'as c'est pas réel, que tu fais semblant, ou que genre t'abuses, ou que t'es en train de faire l'intéressant, ou je ne sais quoi, parce que en fait ta façon à toi d'être anorexique n'est pas celle qu'il y a dans le bouquin, précisément. Donc en fait c'était pas anorexique, arrête de faire semblant. Moi c'est ce qui m'est arrivé hein. Quand on m'a dit que j'étais pas anorexique parce que j'ai dit que je voulais prendre du poids. Non mais alors là, enfin... Ça c'est vraiment grosse phrase de psychiatre insupportable. Quand on te dit oui, je veux prendre du poids, mais je n'arrive pas à en prendre, du coup, bah t'es pas anorexique. Hein. Et les anorexiques, c'est des adolescentes, déjà, pour commencer, qui en fait ont envie de maigrir à cause des magazines. D'accord? C'est ça l'anorexie. Et rien d'autre. C'est le truc qui tue 5 à 10% des gens qui en sont atteints. Ce serait con de le prendre au sérieux. La santé mentale définie par l'OMS, je l'avais là, je te l'avais sorti, c'est là en mode high anti-psychiatrie énergie. Préparez-vous bien. Préparez-vous bien. La définition de la santé mentale, elle est catastrophique. Est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travail. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Voilà, alors les difficultés normales de la vie.
les fameuses difficultés normales de la vie qui, j'imagine, sont les mêmes partout sur Terre, tout autour du globe. Et en fait, voilà, la santé mentale, c'est quand t'es assez normal, du coup, pour pouvoir faire face à ces difficultés normales. D'accord? C'est ça, la santé mentale. C'est bien? C'est bien? Travailler avec succès et Ah, de bah, manière tiens. productive. Ah bah tiens. Et Travailler avec succès et de manière productive. Ce qui définit votre santé mentale, c'est votre capacité à bien travailler et à produire de la valeur. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est matrixé? Vous comprenez mieux pourquoi je suis anti-psy maintenant? C'est plus clair? Être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et du coup, genre les patrons qui sont des énormes parasites qui servent à rien, ils contribuent pas à la société. Les happiness managers de cons, ils contribuent pas à la société. Du coup, est-ce qu'ils sont en mauvaise santé mentale? En vrai, moi je serais happiness manager, je serais full dépressif. Mais oui, mais genre vraiment, c'est une dinguerie cette définition de la santé mentale, on est d'accord. C'est vraiment la santé mentale est définie par votre capacité à bien travailler dans le monde capitaliste. C'est ça la santé mentale. C'est comme ça que c'est défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est la définition la plus consensuelle. En C'est fait, il y a- c'est pas il y a- neutre. Bah oui, il y a des jugements moraux, il y a des Bah, les jugements catégories de en ont. Ça veut performance. pas dire qu'il y a bien sûr des gens qui souffrent et qui vont te dire ouais, moi mon anxiété, comme tu disais, ça m'empêche de faire ce que je C'est dois. pour ça, lorsque je vous dis qu'il n'y a pas de maladie mentale, c'est de ça dont je parle. Parce que je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés, tu vois. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de nier l'existence de gens qui ont des hallucinations, de gens qui ont des vies horribles parce que leur cerveau est flingué. Je dis juste que moi je refuse de les positionner sur un axe capable de travailler, pas capable de travailler. Ça ne me va pas en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Genre au plus profond de moi. Genre, si c'est ça ta façon de catégoriser les gens, je la refuse. Parce que voilà, on est tout le temps là en mode oui, les LGBT, les gens woke, vous adorez vos petites étiquettes et tout. C'est pas vrai. Il y a des étiquettes avec lesquelles je suis en désaccord. L'étiquette femme biologique par exemple, bah je suis contre. Et l'étiquette malade mentale, je suis contre. Et c'est ça que moi je parle tout le temps de la folie. Et je sais pas si vous remarquez, mais quand je parle de la folie, je n'en définis jamais les limites. Parce que pour moi, la folie est une dimension humaine. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un peu fou dans la société d'aujourd'hui, c'est bizarre. Pas avoir totalement les idées en place, de perdre un peu les pédales, c'est normal les gens. Je veux dire, si tu n'as pas ce sentiment-là dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment parce que t'es hypnotisé, parce que t'es gaslight, parce que t'as trouvé un truc auquel te rapprocher pour oublier tout le reste en fait. Je vois pas d'autres solutions. Et ce que tu te dis aussi sur le DSM, c'est que pendant longtemps, enfin, il y a eu des gens, tu as cité 2-3 exemples, à un moment donné, l'homosexualité, même la transidentité, étaient considérées comme des maladies mentales. Il fallait faire des traitements. Alors, on va pas revenir sur les grands classiques. La transidentité, il y a toujours quand même la nécessité. Enfin, je crois que c'est pas officiel, que c'est nécessaire maintenant, mais quand même souvent. Alors moi j'ai mon ALD pour dysphorie de genre la team, donc ça existe encore, hein. Pas de problème, hein. Oui, on peut encore se faire diagnostiquer trans, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, vu que c'est un système de con justement qui fonctionne avec des maladies pour pouvoir se faire rembourser les médicaments, bah du coup si t'as pas une maladie, on te rembourse pas. ALD ça veut dire allocation longue durée. C'est en gros, c'est un peu comme une espèce de super ordonnance. Normalement on vous file des ordonnances pour des maladies précises ou quoi que ce soit. Vous voyez, on peut vous dire par exemple, voilà, vous avez une maladie très spécifique qui nécessite un traitement spécifique qui n'est pas reconnu dans aucun bouquin, où c'est en fait un médecin qui vous a dit de façon très précise ce que t'as, et du coup faut que tu prennes ça sur tel long terme. C'est ça une allocation longue durée. C'est pas pareil que l'AH. L'AH, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est de l'argent que tu vas toucher tous les mois parce que l'État reconnaît que tu as un handicap. Généralement, il y a plus de 80%. En fait, ça t'empêche de travailler à plus de 80%, donc on te file des thunes. Et c'est encore différent du RQTH, qui est la reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement que l'État reconnaît que tu es handicapé. C'est-à-dire que tu peux en fait avoir une RQTH sans avoir d'AH. Tu peux très bien être reconnu en tant qu'handicapé, ne pas toucher d'argent parce que c'est pas un handicap qui est suffisamment lourd, et quand même avoir une allocation longue durée, donc une ALD, c'est-à-dire un truc médical qui te permet d'avoir un traitement spécifique. C'est à ça que ça sert. Ouais, ces choses sans handicap physique, tu fais comment? Mais c'est même pire que ça en fait, parce que par exemple, pour ce qui est traitements hormonaux, les traitements hormonaux, c'est typiquement le genre de truc qui rentre pas bien dans les bonnes cases de ce qui est censé être une maladie, de ce qui est censé être un truc qui est censé être diagnostiqué. Genre par exemple, une gamine qui va faire sa puberté trop tôt. Du coup, elle va avoir une poussée de mammaire trop jeune. La raison pour laquelle on va lui filer des bloqueurs de puberté, parce que oui, dans ces cas-là, on file des bloqueurs de puberté, hein, même si c'est des enfants cisgenres. Hein. Enfin, c'est l'utilisation majeure des cas de bloqueurs de puberté, c'est justement sur tous les troubles hormonaux. Et en fait, la raison pour laquelle on fait faire ça à la gamine, c'est pas parce que c'est dangereux d'avoir une puberté précoce. C'est parce qu'elle va se faire agresser.
Donc en fait, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble. Le fait d'avoir une puberté précoce, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que la gamine, elle risque de se faire toucher par les profs, elle risque de se faire toucher, elle risque d'être confrontée trop jeune, en fait, à ce qu'est la vie d'une meuf après la puberté, quoi. Donc du coup, on préfère que ce soit un peu plus tard, pour qu'elle découvre ça en même temps que tous les autres enfants. Bah oui, c'est pour ça. Y a pas de problème, hein. Ça provoque pas de problème de santé, hein. La raison pour laquelle les hommes qui ont des retards de croissance, on leur file de la testostérone, c'est pas parce qu'il y a un problème de santé qui est lié au retard de croissance. Moi, j'ai fait un retard de croissance. J'ai jamais pris de testostérone, j'ai jamais pris de traitement hormonaux par rapport à ça, je vais très bien. C'est parce que sinon, ça devient pas des vrais hommes, bien masculins, de la bonne taille. Ils risquent de rester petits. Et imberbes. C'est pas des vrais hommes, du coup. Du coup, on leur file un traitement hormonal. À quel moment c'est différent d'une transition, ça? Au bout d'un moment. C'est un truc de société, hein. Je veux dire, à proprement parler, il n'y a aucun problème vis-à-vis de leur santé. Et ça, ça touche plein de garçons, hein. Typiquement, Ben Never, il en a déjà parlé. Ben Never, il a suivi un traitement hormonal masculinisant pour devenir un vrai mec. Parce qu'il se faisait harceler. Et ça, c'est pas une maladie, hein. C'est pas une maladie de se faire harceler, hein. C'est une dinguerie quand même, non? Et alors attention, hein, je suis pas en train de dire, il faut arrêter tout ça parce que du coup, c'est pas des vraies maladies, hein. Moi, mon discours, c'est très, très largement davantage. Il faut laisser faire ce genre de truc parce que oui, effectivement, les gamines, sinon elles se font agresser, c'est un vrai enfer. Mais alors pourquoi est-ce que tous les enfants qui ont des retards de croissance, on leur file des hormones? Toutes les gamines qui ont des croissances, des prépubères, on leur file des traitements hormonaux. Mais alors par contre, pour les trans, c'est hors de question, hein. Ah non, hein. Ça marche pas, hein. Alors que la dysphorie de genre, c'est déjà plus reconnu, médicalement parlant, que toutes les problématiques liées au retard de croissance, hein, qu'on se mette bien d'accord. Donc bon, est-ce qu'au bout d'un moment, il faudrait pas sortir justement de ce truc-là de maladie, traité, diagnostic, etc. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Alors là, du coup, on va arriver dans un chapitre quand même assez précis de la vidéo, donc je pense que ça va être un moment un peu important. Voilà, on est sur la question trans. Je pense que je vais avoir quelque chose à dire là-dessus. C'est possible. D'engager une hormonothérapie, on va te demander d'aller voir un... En France, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont trans. 5 ans que j'attends pour avoir mes ostros, c'est pas vrai, c'est une vanne. 5 ans. Tu les as toujours là ou pas? Si tu les as toujours pas, rapproche-toi de l'Organisation de Solidarité Trans, OST. Pas de souci. Là, pour le coup, le diagnostic, ils l'ont posé eux-mêmes il y a bien longtemps. Ils ont même dû lutter contre le fait que les gens voulaient pas ce truc-là, sont à l'aise, s'habillent, se font genrer par leurs amis et tout, etc. Donc, sont totalement, ça y est, outés partout et doivent pourtant aller se justifier. Que moi, ça a été une dinguerie hein, quand je suis allé voir le psychiatre. C'était un petit mec, genre 30-40 ans, tu vois. Et je suis arrivé devant lui en mode bonjour. Bah, du coup, je viens vous voir par rapport à ma transidentité et tout. J'ai besoin d'avoir un avis psychiatrique. Il m'a dit d'accord, oui. Donc, du coup, genre, vous, comment vous vous sentez par rapport à ça Du coup, je lui dis, bah, ça fait des années que j'ai envie d'être une femme. Et là, du coup, j'ai envie d'être une femme. Et il m'a dit, bah. Et il y a des moments, vous avez plus envie Je lui dis, bah, non, ça fait vraiment des années là que j'en ai envie, quoi. Il m'a dit, bah, ok, d'accord. Hein. Il a noté sur le papier en mode bah avis favorable. Voilà. 90 €. J'ai dû y retourner 3 fois. Tu veux te faire une ligature pour être stérilisé, quoi, en gros. Eh ben, tu dois montrer à ton médecin que ta décision elle est prise. Alors, je sais plus combien il y a de temps, mais tu dois le faire une fois. Et genre, ça devrait être comme ça si tu veux pour transitionner. C'est-à-dire, je suis d'accord, avant de faire une transition, d'opérer quelqu'un, il faut quand même que tu saches si le mec, 3 mois après, il veut toujours devenir une meuf, tu vois. Mais en quoi t'as besoin d'aller... Bizarrement dit, ok, on va laisser passer. Et en vrai, je suis quand même un peu d'accord sur le fait que oui, il faut pas non plus... je veux dire, évidemment qu'une opération de chirurgie esthétique, c'est quelque chose d'assez lourd et il faut quand même faire un peu attention. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, pour d'autres trucs, c'est quand même complètement con. Genre, l'entretien psychiatrique obligatoire avant de se faire ligaturer les trompes, l'entretien psychiatrique obligatoire avant de se faire une vasectomie, je le trouve un peu abusé. Genre, en mode, bon, ça, les gens, ils ont le droit de pas vouloir avoir d'enfants, en fait. Hein, c'est pas grave. Et voir a priori un psychiatre. Qu'est-ce qui fait suspecter que la personne aurait besoin de voir un psychiatre, tu vois, ça a vraiment pas de sens. C'est que la psychiatrie est toujours formée sur le contrôle des populations. C'est là où ça peut être un outil de contrôle. Il vient de le dire. Il a bien raison. Parce que tu vois, sur la question de la main lourde des psychiatres, il y a aussi ce truc-là, c'est que vu qu'on parle de traitements qui ont un certain nombre d'effets secondaires, il y a cette peur de si je suis mal diagnostiqué. Parce que tu vois, la plupart des gens n'ont pas le réflexe de se dire je vais voir un médecin, je lui dis j'ai du mal à dormir, il me dit prends ça. En plus, les médecins, en fait, c'est parfois. Ce qui m'effraie vraiment avec ça, c'est qu'il est vraiment dans une posture de oui, on essaye d'aider les gens. Évidemment, je vais pas te dire de pas aider les gens, sois pas con. Le fait est que, genre, dans ta façon d'aider les gens, parfois tu fais vraiment plus de mal que de bien. Genre, moi, je pose la question, sincèrement, là, tous les médecins généralistes, à tous les psychiatres, qui ont fourni par exemple de la sertraline à des gens. À votre avis, combien de gens chaque année meurent
parce qu'ils ont arrêté d'un coup la sertraline, parce qu'ils n'ont pas écouté leurs recommandations, ou parce qu'on leur a filé la sertraline sans être sûr que c'était des gens fiables pour en prendre tous les jours. Combien de suicides? Combien de gens sont morts parce qu'ils ont arrêté un antidépresseur trop vite? C'est la responsabilité de qui? Moi, je dis pas que j'ai les réponses là tout de suite, mais vraiment, par contre, c'est des questions qu'il faut poser, je pense. Vous connaissez Les le pourcentage de gars qui avaient des conflits d'intérêts dans les catégories qui demandent des somnifères, tu vois, dans le DSM? Non. 100%. 100%. 100% des mecs ont des conflits d'intérêts et c'est un peu le délire. Moi, Vous vous rendez compte? 100% des mecs qui ont dit qu'il fallait prendre des somnifères, dans le bouquin qui sert de référence à tous les psychiatres, c'est des gens qui bossent dans les usines de somnifères ou qui ont des liens avec les usines de somnifères, en fait. Tout simplement. Si vous n'aviez pas, si vous êtes sous antidépresseur, typiquement sous sertraline, n'arrêtez pas du jour au lendemain. Surtout pas. C'est hyper dangereux. Hein. Mais vraiment, hein. Les gens, je déconne vraiment pas avec ça. Hein. Faut vraiment faire super attention à ça. Genre, vous jouez vraiment avec votre vie, quoi. Et genre, si vous êtes pas suicidé, vous pourrez très bien vivre avec des séquelles derrière. Hein. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, prenez la dimension totale du truc. Salut Emo, comment ça va? Prends le temps d'y réfléchir, n'écoute pas forcément le psy. Informe-toi sur les gens qui ont déjà pris ça, ce qu'ils en pensent et tout. Moi, j'ai pris, je peux t'aider. Genre, vraiment, j'étais avec ma pote en disant, ça reste une décision que t'as le droit de prendre. Hein. Je suis pas en mode, ne prends surtout pas d'antidépresseurs. Plein de gens que ça a vraiment aidé. Par contre, il faut prendre la pleine mesure de qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Parce qu'il y a des gens, en fait, sur les effets secondaires, les psychiatres, pareil, ils vous disent pas tout, quoi. Il y a des antidépresseurs, ça vous coupe certains trucs où après, vous avez plus l'impression d'être vous-même. Ça peut vraiment vous changer dans votre identité. Ça peut changer le sentiment que vous avez d'être vous-même. Et c'est pas forcément grave. Parfois, il y a besoin de faire un pas de côté par rapport à sa propre identité avec justement un antidépresseur, le temps de régler les problèmes matériels de son existence, de son environnement, de sa vie. Parce que parfois, juste, t'es trop une merde pour pouvoir, genre, te sortir de la merde dans laquelle t'es. Et t'as besoin d'avoir une béquille. Et c'est là que les antidépresseurs, ils peuvent être utiles. Mais déjà, les antidépresseurs ne vont jamais régler votre dépression. Un antidépresseur ne va jamais soigner votre dépression. Une dépression, 95% du temps, ça vient avant tout de vos conditions de vie, de vos conditions d'existence, de vos conditions matérielles. Et les antidépresseurs, c'est un moyen pour vous d'essayer de régler ça, justement. Si jamais vous êtes trop mal pour le faire. Ça peut aussi être un truc qui peut vous aider si vous êtes encore pendant 2-3 ans dans une période horrible et qu'il faut que vous supportiez cette période-là et que vous pouvez rien y faire et que vous avez décidé de rien y faire parce que parfois vous êtes dans un couple horrible qui vous détruit, mais vous avez décidé de rester avec votre mari parce que vous voulez élever les enfants jusqu'à ce qu'ils quittent l'école. Désolé, mais à ce moment-là, oui, peut-être qu'un traitement d'antidépresseur, par rapport à votre choix, vous, personnel, de rester dans cette relation qui vous détruit psychologiquement, moi je peux comprendre, moi je peux entendre parfaitement que vous prenez cette décision-là, de dire bah je vais être sous antidépresseur pendant 2-3 ans, j'ai plus tout à fait être moi-même, mais je vais pouvoir m'occuper de tout, m'occuper de mes enfants, je vais gérer ma vie, et ensuite voilà, je virerai ce mec de ma vie et puis on passera à autre chose. Qui je suis pour juger les gens qui font ça au bout d'un moment? Enfin, moi je limite, il y a des gens qui s'en sont passés par là et derrière du coup ça leur a permis d'être des bonnes mères. Pourquoi pas en fait? Donc vous voyez, c'est ce que je dis. Je suis pas en mode antidépresseur, no way, no way. C'est super dangereux. N'en prenez surtout pas parce que vous allez mourir. Je suis pas en train de dire ça. Voilà. Par contre, faut prendre la dimension de qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Bref, pour moi c'était un warning hyper important. Quand je vous dis tous les gens qui sont morts de la sertraline et des antidépresseurs qu'ils ont arrêtés, je suis pas en train de dire la responsabilité c'est forcément les psys, justement. Quand je vous dis je ne sais pas à qui il faut mettre la responsabilité, potentiellement il y a un truc structurel, hein. Genre c'est pas forcément les psys qui ont décidé que le traitement de base pour les gens qui étaient malheureux au travail, ça allait être les antidépresseurs. C'est un choix qui a été pris de façon beaucoup plus structurelle. Mais il y a quand même des gens qui ont pris cette décision au bout d'un moment. Typiquement les gens qui ont designé le DSM par exemple. c'est pas qu'ils souffrent vraiment, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, voilà. Et ceux, effectivement, qui s'autodiaguent et qui n'ont pas besoin d'aide, là, faut, effectivement, il y a un tri à faire. Mais c'est ce que je dis, ça, c'est quand on est du côté social et tri, d'ailleurs, avec l'État. Mais c'est l'État qui a besoin, en fait, de trier quels sont les gens qui ont droit à telle ou telle aide. Les gens, s'ils veulent se dire n'importe quoi, on s'en fout, en fait. Je veux dire, au niveau psy, moi, les gens, ils disent... Et alors là, c'est là où, justement, comment dire, il a un bon instinct, mais... il est trop libéral, et du coup il pense trop la liberté individuelle et le libre arbitre. Ce qui le limite quand même dans sa pensée, même si, pour le coup, là, Psycho-Quack, il a vraiment un bon instinct. Ce qu'ils veulent, tant qu'ils vont mieux, je m'en fous. Ouais. Et après, pour les diags, ce qui est important pour les C'est là où il a le bon instinct. C'est sur le temps qu'ils vont mieux, je m'en fous, surtout. gens, c'est qu'en fait, les gens, ils croient que on a le schéma, un diag va donner tel type de thérapie. C'est pas du tout comme ça. Parce qu'en psychothérapie, c'est en général un diag donne un type de modèle au psy qui va dire ah oui, du coup, ça ressemble à une dépression, donc du coup, ce que je vais chercher, c'est ça, je vais chercher ça, ça et ça, parce que je sais que selon la recherche, quelqu'un dépressif, bah, par exemple, il a pu perdre quelqu'un, ou il a pas assez de ressources, ou il est épuisé. Mais en fait,
La dépression, on s'en fout. L'idée, c'est la dépression, ça nous dit, bon, je vais aller chercher ça parce que quelqu'un qui ressemble à ça, il faut aller chercher ce modèle. Donc, en fait, quand on fait des recherches... Et en vrai, je comprends un peu son axe coach quelque part. Lui, il reçoit quand même principalement des gens qui ont des dépressions, qui ont des problèmes de ce type-là, quoi. Et en fait, dans une société libérale capitaliste, dans lequel, dans une société, pour se réaliser, il faut réaliser son individualité, s'épanouir dans son travail, et il faut réussir en fait à, voilà, ce truc libéral individuel. Lui qui du coup cherche à aider des gens qui sont dans cette méta-là, oui, de fait, pour être heureux, t'es obligé de les aider à réaliser leur projet de vie. Parce que leur projet individuel de vie, là, le truc qui est soi-disant sacré, dans le libéralisme, en fait, oui, du coup, oui, pour que les gens aillent mieux, tu les encourages vers ça, c'est normal en fait. Moi, je pense que si tu es dans une société qui évolue vers un truc plus communiste, ça devient plus ça le rôle des psys, parce que du coup, ça change la méta, quoi, ça change la structure dans laquelle les gens évoluent, et donc la structure dans laquelle les gens ont des problèmes, etc. Du coup, je comprends en fait qu'il ait aussi cet angle-là, pas en mode, oh là là, les psychologues, c'est juste des coachs sportifs, quoi, c'est pas non plus ça mon discours. C'est pas le diag qu'on doit chercher, c'est le modèle sous-jacent qui permet d'expliquer qu'on va mal. Et il y a des dépressions, le modèle, c'est t'as pas assez de soleil. Hein. Et il y a des dépressions, le modèle, c'est en fait, je suis épuisé au travail. Et il y a des C'est pour ça que j'ai déménagé à Grenoble, hein. Putain, mais franchement, Lille, oh là là, même pire que Lille, Billy Berclos, la campagne du Nord-Pas-de-Calais, franchement, genre, moi je pense qu'on est biologiquement pas du tout fait pour cet environnement. Je suis très sincère, hein. Pour avoir vécu là-bas, et j'adore ma région, hein. Moi, les Flandres, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon ADN, dans mon squelette, tout ce que vous voulez, genre vraiment les Flandres, c'est ma terre. Mais putain, c'est déprimant de ouf. C'est déprimant de ouf. dépression, le modèle, c'est j'ai perdu tous mes amis, donc je me mets en retrait. Et c'est ça qui est important, c'est de se comprendre soi. Mais les maladies et les diags, ça permet pas de se comprendre. Et moi, je connais plein de gens qui disent oh, j'ai eu découvert diag, c'était génial, j'ai tout compris, tout, j'ai eu l'impression. Et 6 mois après, ils disent non, mais ça expliquait rien en fait. Il y a vraiment des diags qui m'ont aidé, hein. Genre, lorsqu'on m'a dit que j'étais valide et légitime d'être hyperactive avec trouble de l'attention, putain, comment ça m'a fait du bien. Oh. Tellement de culpabilité qui est partie à ce moment-là, où j'étais en mode ah putain, donc tout ça là, c'est pas ma faute. Parce que t'en prends plein la gueule, hein. Genre, quand tu perds toutes tes affaires tout le temps, quand t'oublies tout le temps toutes tes affaires, quand t'es pas capable de savoir dans quel ordre il faut faire les choses, enfin, tous ces trucs-là, on t'en met plein la gueule en permanence. Parce que t'arrives en retard, parce que blablabla, blablabla. Et du coup, on te fait comprendre que t'es une merde toute ta vie. Et un jour, il y a quelqu'un qui te dit en fait, ton cerveau n'est pas compatible avec la société et la vision que la société elle a du temps. Parce que pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire un TDAH. C'est juste que le temps pour toi, c'est plus compliqué que pour les autres, hein. Ça, plus les oublis d'objets et tout. Mais moi, il y a des diags qui m'ont vraiment aidé, hein. Donc faut pas non plus diaboliser, quoi. Mais c'est comme pour... De toute façon, on va être obligé de faire comme... comment ils disent voilà, on va être obligé d'être nuancé sur tout. Ok, je suis autiste, donc je connais un peu moins bien les gens. Mais en fait, c'est plutôt que les gens étaient violents avec moi, parce que si je les comprends pas, mais qu'ils sont gentils, ça se passe bien. Voilà. C'est hyper basé, ça. Autiste. Est-ce que c'est un problème parce que t'as du mal à communiquer avec les gens, ou est-ce que c'est un problème parce que tous les gens autour de toi sont des enculés qui ne cherchent même pas à comprendre pourquoi t'as des difficultés et qui du coup te parlent trop mal et sont trop chiants au bout d'un moment? Si, hein, quelque part, en étant streamer avec des gens dans le chat. Mais des fois, c'est un truc que je leur... Ça, c'est vraiment le truc, là. C'est comme la coiffeuse qui dit « Ah, moi, je suis un peu psy, j'écoute ça. Moi, je suis désolé, je suis un peu d'accord avec ça. Les coiffeuses, elles sont un peu psy, les TDS aussi. Après, je pense qu'il y a des coiffeuses qui ont mieux aidé des gens que certains psy. Alors j'en suis attention, sûr. attention, Ouais, attention, Et puis c'est pas gratuit, toi aussi, comme Ah. psychologue. Voilà. Une coiffeuse n'est pas un psy, mais une Ah bah désolé, du coup c'est gratuit donc ça compte pas. Bah bien sûr. coiffeuse a peut-être plus d'intérêt Du coup le travail des femmes, j'imagine. qu'un psy au niveau social. Hein. Les darons. Le nombre de darons qui sont psy, putain, sur le teco. Oh là là là. Oh, le nombre d'enfants qui sont psy pour leurs darons sur le teco aussi, putain. Ah bah voilà, donc un streamer a plus d'intérêt. Je suis désolé, vous pouvez pas gatekeep. Moi j'ai décidé, c'est fini. Vous avez pas le droit de gatekeep la psychothérapie en fait. On est trop nombreuses à le pratiquer à l'arrache parce qu'on n'a pas le choix. T'oublies les sœurs? Ah ouais, de fou malade. Hein. Vraiment les sœurs hein, par contre, pas les frères. Oh, putain, frère, c'est pas des psys, hein. C'est vraiment des coachs sportifs toxiques. Moi ça va, j'ai la chance d'avoir surtout une grande sœur. Donc j'ai surtout vu mes potes se faire défoncer par leur grand frère. Ah par contre ma sœur, que dire de ma sœur, enfin... Moi c'est un modèle pour moi hein, en tant que femme. Hein. Merci ma sœur, hein, putain merci. Je veux pas balancer, mais moi j'ai des patients qui arrivent, qui me disent bah, je suis allé voir mon médecin, je lui ai dit que j'avais des vertiges, et le médecin il m'a dit ah c'est pas possible. Les gens, ça m'est arrivé, hein. Je vous jure que ça m'est arrivé. J'ai vraiment eu ça en mode, genre, j'ai des douleurs, on m'a dit que je les avais pas, tu vois.
Et bizarrement, genre, ça n'arrivait jamais avant ma transition. Et là encore, il a parlé de qui? D'une meuf. Il y a vraiment un truc de les médecins ne croient pas les femmes. Je vous jure que c'est vrai, il y a des statistiques et tout qui ont été menées là-dessus. C'est une dinguerie. Là, j'étais bouche bée. Je dis, mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, et en fait, il y a des gens comme ça, il y a des médecins comme ça. Je ne comprends pas dans quel monde ils vivent. Et donc, en fait, c'est ce genre de choses qui sont hyper maltraitantes. Et le taux de maltraitance, moi, j'ai des patients, mais même des patients qui sont psy, mais qui, en fait, sortent en pleurant de chez le psychiatre. Ouais. Parce qu'en fait, il y a le mépris, parce qu'il y a le jugement, parce qu'en fait, il y a la négation des sentiments et de ce qui est, et parce qu'il y a la position, ce qu'on appelle, nous, la position de sachant, c'est-à-dire que tu sais mieux que l'autre ce qu'il est ou où il faut aller. Genre, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... Imagine ça dans une science normale. Imagine, t'as un physicien, il a un modèle théorique pour expliquer, par exemple, l'écoulement des cascades. Il fait son modèle théorique, ça correspond parfaitement, tu vois. Et il se rend compte que, en fait, selon certaines conditions climatiques, ça change complètement. Et en fait, les cascades ont des trajectoires complètement différentes et ça fait plus du tout le même réseau de cascades. Est-ce que il va dire non, mais ça n'existe pas en fait. Non, elles sont comme ça les cascades. J'ai déjà fait les calculs en fait. Ou est-ce qu'il va mettre à jour son modèle? Pourquoi est-ce que quand on voit ça chez un physicien, on trouve ça absurde? Et quand on voit ça chez un médecin, on est en mode genre oui, ça peut arriver. Enfin, moi je trouve ça dingue. Et beaucoup plus développé chez les psychiatres, selon moi, que chez les psychologues. Mais d'après toi, tu penses que c'est Ils comme sont ça? fermés comme de la merde au niveau relationnel, je Non, pense. non, mais parce qu'il faut être conscient, les médecins, c'est des cadres du système de santé, ils sont beaucoup plus dans une position de domination que les psychologues, donc je suis d'accord avec toi. Là, les Est-ce médecins, qu'il n'y a pas la domination sociale avec l'abus de pouvoir qui peut aller bien avec sûr que Oui, si. clairement. Non, mais le psy, c'est justement la seule spécialité de médecine où tu peux soigner des gens contre leur consentement. Bon, je suis pas persuadé qu'on soigne vraiment. Waouh Mais on a le droit de le faire. Ce qui est une dinguerie. Genre en vérité, tu vois, genre là il va donner un exemple et j'aurais peut-être quelque chose à dire par rapport à cet exemple. Et ça, je vais le clipper en boucle. Il a Non, dit mais c'est- sans non, mais là, ça peut pas Ah ouais, il y a passer. camisole, Ah ouais, et non. Non, mais choc électrique. Tu peux hospitaliser. Historiquement, c'est un peu ça. Hein. Sincèrement, Ouais. historiquement, ça a été ça. Ah, mais historiquement, il y a l'esclavagisme, mais ça veut pas dire qu'il faut continuer sur ce même modèle. Hein. Non, mais si tu veux, Il a raison. l'idée, c'est que si t'as quelqu'un, par exemple, là, il y a l'un de vous deux qui commence à dire qu'il veut se suicider et qui va le faire. Et ben, il y a des lois en place pour pouvoir hospitaliser cette personne qui ne va te dire, bah non, mais je veux pas, moi je veux en finir, pour l'hospitaliser et lui faire des soins contre son consentement. Alors si ça reste contre son consentement tout du long, t'arriveras jamais je pense pas que tu puisses soigner quelqu'un si la personne n'est pas du tout active et ne veut pas du tout de soins. Tu vois. Mais en psychiatrie, tu as ça. Et c'est justement toute l'histoire des asiles psychiatriques. Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas très bien, moi j'en parle hyper souvent, trigger warning, de ma tentative de suicide. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc du coup je me sens un peu concerné par ce qu'ils vont dire. L'aspiration sous contrainte, c'est absolument horrible, je souhaite à personne de vivre ça, je suis assez d'accord, oui. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est un énorme problème. Tout ça c'est un énorme problème. Non seulement c'est la médecine la moins fiable, mais qu'en plus de ça ce soit la seule médecine qui puisse te priver de ton consentement et donc te priver de tes droits de l'homme, c'est un peu une dinguerie. Ce qui est déjà quand même de base un problème. Mais la solution de Psychoquack est pas vraiment mieux. Hein. En fait, tu pars du principe que la personne n'est plus en état de décider et que donc tu dois décider pour elle. Et là, c'est compliqué parce que, par exemple, quelqu'un, là, je sais pas, l'un d'entre nous part en crise psychotique, on sait qu'on a vachement plus de chances de se suicider. Et ça se trouve, parmi vous deux, il y en a qui diront, bon, si je pars en crise là, hospitalisez-moi. Mais il y a des gens qui diront, non, même si je vais mourir, même si je vais aller en Même si crise, j'ai envie de voilà, me je ne suicider, veux est-ce pas, que j'aurais je pas ne le veux droit pas. Oui, bah, exactement. Et c'est super important. La question, c'est, il Oui, y a mais plein... après, sur Oui, ça, il y a quand même des études qui montrent que la plupart des gens qui veulent se suicider, quand ils vont un peu mieux, en fait, ils disent qu'ils regrettaient, Mais qu'ils c'est sont pour contents ça- qu'on les ait c'est aidés pour aussi. ça tu vois. que je Et tu dis peux pas que- le savoir. C'est pour ça que je dis que c'est complexe, mais la question c'est est-ce que du coup, parce qu'une personne peut regretter ou avoir une crise suicidaire qui dure en général 2 à 3 mois, est-ce qu'après elle regrette? Est-ce que ça veut dire qu'on doit lui priver de ses droits? Et ça, je sais pas, c'est comme l'euthanasie ou d'autres choses, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'on ait tous une carte de donneur, comme une carte de donneur en disant si je suis en crise suicidaire, hospitalisez-moi, et du coup, la personne choisit quand? Et genre, moi je trouve ça c'est une dinguerie, tu vois. En mode, genre là pour le coup, c'est pas basé du tout, ça non plus en fait. En fait, dire ça, c'est aussi pas basé d'expliquer que en fait il faudra avoir une carte de consentement. Et puis du coup, après, c'est bon, normalement, t'es forcément consentant parce que t'as signé. Comme si le consentement, déjà, c'est un truc que tu pouvais donner en amont. Première nouvelle. Non, je suis désolé. Le vrai problème ici, c'est qu'il n'y ait pas d'autre alternative à on va t'hospitaliser de force. C'est quoi ces histoires? Pourquoi est-ce que, quand t'as envie de mourir, on t'emmène dans le pire endroit sur Terre où personne t'adresse la parole correctement, où on arrête de te parler comme un être humain? Le problème, c'est ça quand même! Le problème, c'est pas cette histoire de consentement, de machin. La raison pour laquelle les gens, ils veulent pas consentir à se faire interner ou à se faire aider, c'est parce que vous nous aidez pas, vous nous attachez. C'est peut-être ça le problème, en fait. C'est pas de mettre en place une carte de donneur de je sais pas quoi pour pouvoir donner son consentement en amont
Je suis désolé, mais là on arrive au moment où c'est comme dans le féminisme, le consentement ne résout pas tout. Il y a énormément de femmes qui acceptent totalement de vivre des trucs horribles parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir le choix et donc du coup elle dit consente en fait. D'autant plus que, je suis désolé mais moi je suis suicidaire, bah je vais prendre ma carte et je vais dire ne me sauvez pas. Genre si jamais je suis vraiment suicidaire avec des pensées suicidaires préméditées. Donc en fait quoi, genre les gens qui font, les gens qui se suicident en crise psychotique, il faut les aider parce qu'il y a la carte machin. Mais alors les gens qui sont suicidaires parce qu'ils veulent se suicider de façon préméditée, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils veulent mourir depuis plusieurs mois, eux par contre faut pas les aider parce qu'ils sont parfaitement consentis à vouloir mourir. Alors que leur problème c'est peut-être qu'ils ont des vies horribles. Bah, tu comprends bien que en fait non, c'est pas la solution, c'est pas de mettre en place une putain de carte de donneur en fait. C'est complètement stupide. Enfin, je sais pas, faut avoir une analyse un peu matérialiste en fait aussi quoi. Les gens veulent pas mourir comme ça spontanément hein. Genre personne se lève le jour au lendemain en disant ah bah tiens aujourd'hui je veux mourir. C'est bon, ça a duré assez longtemps. J'arrête. Après malgré tout, même si ça m'a trauma, même si ça a été horrible, etc., je pense quand même que sans l'HP je serais giga dead. Mais exactement, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et il a raison pas du ring de dire que ça sauve des gens. C'est pas parce que le machin sauve des gens que c'est bon. Du coup maintenant voilà, il y a une solution, elle est bien. Et du coup on met en place une carte à la con. Non, le problème c'est que c'est ça la solution. Ok ça sauve des gens mais c'est horrible. Est-ce que le fait que ça t'a sauvé, c'est vraiment fondamentalement lié au fait que ce soit horrible? Est-ce que ça t'a sauvé parce que c'est horrible? Ou est-ce que c'est juste horrible parce qu'en fait on sait pas pourquoi c'est horrible? Et parce que bah les gens suicidaires on va les mettre dans des endroits horribles. Et si ça les aide tant mieux. Je suis désolé quand même, c'est une dinguerie. Que genre moi je suis d'accord que ça aide. Mais c'est comme la psychiatrie en fait, ça aide des gens hein. Parce que le problème c'est pas le consentement. Le problème c'est l'hôpital. Le problème c'est l'HP en fait. C'est comment est-ce qu'on a pensé les HP? Pourquoi est-ce que les HP c'est ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Le vrai problème c'est l'hôpital. Genre, c'est que c'est un endroit aussi horrible. Moi, genre, je suis désolé, mais je comprends pas comment on en est arrivé, dans notre culture, en tant que civilisation, à faire en sorte que les endroits qui sont censés être les endroits pour s'occuper des gens, ce soient les endroits les plus liminales qu'on ait sur Terre. Comment on en est arrivé à ce que l'endroit où on est censé prendre soin de toi, c'est un truc où il y a que des murs blancs en carrelage, avec des gens qui te parlent mal, c'est une folie en fait. Et le manque d'infirmières, mais bien sûr. En fait, je pense qu'il faudrait les laisser suicider. Mais je ne sais pas. Tous les gens. Je ne sais Ouais, pas. bon bref, moi j'ai donné mon avis. Donc là, pour moi, les deux n'ont pas la solution. Et les deux ont un truc un peu problématique. J'aurais tendance quand même à pencher un peu plus du côté de Padu sur le coup. Parce que bah dans les faits, ça sauve trop de gens. Et il y a trop de gens qui, à la suite de ce truc traumatisant, te disent ça leur a sauvé la vie. Un trauma contre te sauver la vie, je trouve que c'est ok en fait. Mais le problème, c'est que ça devrait pas être un trauma. Voilà. Le vrai problème, c'est que la raison pour laquelle les gens ils veulent pas consentir à se faire interner, c'est que c'est horrible. Donc faudrait juste que ce soit pas horrible. Le problème fondamental, ça reste quand même qu'il y a des gens qui ont envie de mourir. Vraiment, s'il y a bien un truc qui est pas naturel, c'est les pensées suicidaires. Hein. Les seuls animaux que j'ai jamais entendu parler, qui ont jamais voulu se suicider, c'est des animaux qu'on a enfermés dans des zoos. Donc bon, là en gros ils expliquent que c'est l'environnement qui crée les troubles psy, je suis assez d'accord avec ça. Pas tous les troubles psy bien sûr, il y a des parts génétiques sur certains trucs vraiment horribles, graves et tout, etc. Blablabla. Ouais, je crois que le problème c'est le capitalisme. Moi je dirais même plus que ça, c'est l'oppression. En ce moment j'ai un discours un peu de dépassement de ça, en mode... En fait c'était horrible avant le capitalisme, et ça va être horrible après le capitalisme si on fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, ils vont trouver un autre truc que le capitalisme après pour continuer à nous exploiter la gueule. Les rois, ils avaient pas le capitalisme et c'était déjà un PB. Enfin bref, vraiment, c'est un détail de gauchiste, hein, on s'en fout. Et alors oui, alors je précise, trigger warning, si vous avez souffert de séances d'électrochoc, accrochez-vous un peu, parce qu'on va vous dire que, là, il y a quelqu'un qui va vous expliquer que c'était une très bonne chose. C'est vrai que la contention, on en a pas parlé assez, mais la contention, déjà, il y a rien qui prouve que ça sert à quelque chose. Hein. Ouais, non, pas la contention. Il y a Mathieu Bellassène qui en parle souvent. Il arrive à être basé sur la contention, mais pas sur les électrochocs, bref. Vous intéresse dans Mediapart, dans des interviews, des trucs comme ça. Mais en plus de ça, ça tue des gens, parce que quand tu restes allongé, tu peux faire des phlébites, des choses comme ça, c'est-à-dire que tu fais des caillots sanguins parce que tu bouges pas. Mais le pire, c'est que les situations de mise en contention, c'est hyper dangereux. Parce que quand quelqu'un veut pas quelque chose, que c'est, en plus, si c'est un grand bonhomme et tout, et que t'es obligé d'aller le contentionner, tu vas aller le contentionner, mais c'est le meilleur moyen de prendre un bain dans la gueule, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment un truc. Mais à la limite, moi je suis désolé, hein, mais que le psy se prenne un point dans la gueule, je m'en bats les couilles. Le vrai problème, c'est que quand du coup le psy qui a essayé de contentionner le gamin, il se prend un coup de poing dans la gueule du gamin, ou de même juste d'un adulte en fait, ça peut arriver dans tous les cas, mais prenons le cas d'un gamin, je sais pas pourquoi, je suis inspiré par ça étonnamment. Le gamin qui met une baffe du coup à un adulte qui essaye de le contentionner. Moi le problème c'est pas que le mec il ait pris une baffe, le problème c'est qu'après le gars il va commencer à en vouloir à l'enfant, et il va commencer à avoir une dent contre lui, et du coup il va genre le sédater à mort. Il va encore plus le mettre en cellule d'isolement, il va commencer à mal lui parler, il va commencer à mal se comporter avec lui, et il va être un vrai connard en fait avec l'enfant. Mais c'est ça le problème de la contention, c'est qu'en fait les gens que tu essaies de contentionner, vu que c'est d'une violence extrême, et bah ils se défendent en fait, ils se débattent. Du coup les gens qui sont censés les contentionner, ils s'en prennent plein la gueule, et du coup derrière après, ça deviennent des connards en fait avec les gens qui sont censés prendre soin.
Moi, c'est surtout ça mon problème en fait. Que le psy, il ait voulu se prendre une baffe parce qu'il a essayé de forcer quelqu'un à être allongé sur le sol. À la limite, ça, c'est gérable, hein, c'est les risques du métier, quoi. Attends, mais il a dit, il faut pas maltraiter les gens parce qu'on risque de se prendre un pain. Oui, voilà, pas parce que c'est... Oui, non, mais voilà, c'est un psychiatre. Là, c'est là où c'est vraiment un psychiatre mental. Qui, scientifiquement, n'a pas prouvé son efficacité, il n'y a pas de raison de le faire, qui choque énormément de gens. Il y a plein de gens à qui ça renvoie, par exemple, des traumas sexuels. Mais en Tu vois, fait, mais même si ça avait prouvé scientifiquement son efficacité, c'est quoi ce raisonnement? D'où, genre, torturer des gens, si t'as prouvé scientifiquement que ça marche, et on va en parler, du coup c'est ok. C'est quoi ce raisonnement de con? C'est dangereux pour le personnel, c'est dangereux pour les patients, c'est vraiment... Enfin, c'est un héritage historique des institutions psychiatriques, mais c'est quand même... la médecine aujourd'hui se veut evidence-based, et ça pas trop... Parce que les électrochocs, on entend, ouais, c'est plus comme avant, aujourd'hui il y en a qui fonctionnent, mais il y a plein de gens, même aujourd'hui, qui ont subi des électrochocs et qui disent non, 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 non. Les électrochocs, ça a servi déjà dans le temps, en mode un peu comme les lobotomies. Hein. Ouais. Ça a été développé, il y a eu tout un tas Et du coup, maintenant, ça va. c'est de la torture, mais tu vois le truc, tu vois. Contentionné, c'est isolé de force. Non, contentionné, c'est la camisole, attacher quelqu'un. C'est le cliché de la camisole, un peu. Alors la camisole, Non, c'est y a un pas besoin de la vêtement. camisole. Ouais. Contention, t'es contentionné à un lit avec des sangles qui te contentionnent les bras. Hein. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça Et du ressemble coup, il y a au un cliché de la- document de l'ARS, par exemple, qui disait comment éviter que les médecins se fassent taper dessus. Et ben, l'une des recommandations, c'est bien traiter le patient, en fait. On en est là, hein, quand même. Bah, rendez-vous compte, hein. C'est-à-dire que les médecins sont en mode... Les patients sont agressifs avec nous. Du coup, ils ont besoin d'aide. Et genre, la recommandation principale, c'est comportez-vous bien avec eux. On en est là, quand même. Hein. C'est une dinguerie, je trouve. Vraiment, enfin, je suis désolé, mais... Ça rend fou, hein. Enfin, faut pas que je dise ça, après, on va m'interner. Juste, je voudrais revenir sur les électrochocs, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont Pas du ring, attaque éclair. déjà proposé les électrochocs. Il y a plutôt un consensus scientifique pour dire que ça marche, par contre, aujourd'hui. C'est un truc où vous allez être... en gros, vous provoque une crise d'épilepsie quand vous êtes sous anesthésie générale. Donc c'est un truc qui peut être violent à vivre, qui a des effets indésirables assez importants du type amnésie. Tu peux avoir des mois d'amnésie, tu vois. Donc c'est un truc qui est vraiment lourd. Par contre, dans des cas de dépression très sévère, ça a prouvé son efficacité, mais genre à 80%, tu vois. Il y a des hypothèses que ça stimulerait des neurogénèses, que ça changerait. Que ça changerait en fait la manière dont des hormones passent dans le cerveau, des choses comme ça, dont il y a de la reproduction hormonale, si tu veux. Alors, moi, mon hypothèse, parce que du coup, voilà, là, non seulement il est en train d'expliquer que... Alors, il y a un consensus... Alors, attendez, non, mais c'est une dingue. Il y a un consensus scientifique sur le fait que ça marche. On comprend pas pourquoi. Donc moi, en fait, là, on en est quand même, genre, vraiment au stade de... Quand je tape sur ma télé, ça marche. C'est-à-dire qu'on en est là, quand même, hein. C'est-à-dire que le niveau de scientificité, il est là. C'est, je tape sur ma télé et je me rends compte que ça marche, du coup, je continue à taper sur ma télé. Et il est en train de dire, il y a un consensus scientifique. Alors, il a dit c'est de la torture. Et ensuite, il a dit, il y a un consensus scientifique sur le fait que ça marche. Mais tu sais que c'est conscient quand même qu'il y avait un consensus sur l'idée que les blancs étaient supérieurs aux noirs à une époque quand même. C'était un consensus scientifique aussi. Enfin, genre, franchement, c'est pourquoi d'un seul coup, genre, ils ont passé une demi-heure à critiquer les zététiciens. Et là, comme par magie... En fait, c'est la science. Donc TKT, c'est la science, on t'a dit. Je vais juste te provoquer une crise d'épilepsie pendant une anesthésie générale. Mais t'inquiète, ça marque. On sait pas comment. C'est-à-dire que si ça se trouve, en fait, ça marche juste parce que ça te crame des zones de ton cerveau. Peut-être c'est juste ça. On n'en sait rien. Genre, mais voilà, mais Emodem qui a oublié 3 mois de sa vie à cause des électrochocs. Et le pire, c'est que, donc, c'est un traitement qu'on peut vous faire sans votre consentement. Parce qu'on rappelle que c'est ça la psychiatrie. Il y a des cas où on peut le faire sans consentement. Il a parlé de quoi ? Il a parlé de cas de dépression sévère. Donc, on en revient sur le cas de personnes en fait qui qui veulent se suicider très très fort. Du coup, la solution pour sauver les personnes qui veulent se suicider, c'est la torture. Après, j'en avais déjà parlé avec Padu de ça, et il avait été vraiment étonné quand je lui avais dit que ça avait pas marché sur moi. En mode genre, ah ouais, jure, mais normalement ça marche ça, tu m'étonnes. Et puis, enfin, je veux dire, il explique que c'est littéralement de la torture. Mais en fait, moi, tu me dis, ça marche, ce truc de torture marche à 80%. Mais je le fais pas quand même. Je vais pas, genre, flinguer une personne sur 5 sous couvert que ça marche. En plus de ça, il dit que ça marche principalement pour des cas de dépression sévère, juste après avoir expliqué pendant une bonne demi-heure que la dépression sévère, c'était justement un truc qui était... Parce que du coup, on a skip ces passages-là. Mais il a expliqué avant que la dépression sévère, c'était typiquement un diagnostic pas précis, pas clair. Ou en fait, si tu prends des gens qui sont censés être en dépression sévère... Tu te prends des poules de gens, genre t'en prends 100, t'en fous 50 qui sont en dépression sévère, tu les fais passer devant des psys, ils vont tous être en désaccord. Il y a plein de gens qui sont pas du tout en dépression sévère, qui vont se retrouver sous électrochoc en fait. Parce que ils savent pas diagnostiquer une dépression sévère correctement en fait. Donc même s'ils te disent, oui ça marche pour ce cas-là,
pour cette pathologie-là. Mais en fait, tu sais déjà pas la reconnaître, ta pathologie, connard. Ça se voit qu'il y croit sincèrement, genre il veut vraiment aider les gens. Ça se voit, il est sincère. Oui, mais en fait, je m'en fous qu'il soit sincère. Moi, je suis quasiment sûr qu'il y a plein de médecins qui ont fait des lobotomies de façon parfaitement sincère, hein. C'est sûr, tu vois, même. Mais toi, à notre place, genre, nous, ça veut dire qu'à tout moment, on peut t'attacher de force et te faire des électrochocs contre ta putain de volonté, en fait. Parce qu'on a décidé que t'étais trop dépressif. Je veux dire, si ça se trouve, si ça marche aussi bien, c'est parce que les gens sont en mode, oula, je veux plus jamais que ça arrive. Je vais donc aller mieux. Je veux plus jamais qu'on me fasse ça. J'en sais rien. De toute façon, vous savez pas vous-même pourquoi ça marche. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux, en fait. Merde, quoi. Genre, c'est grave de défendre le truc comme ça. Genre, d'un seul coup, pas du ring, redevient un zététicien. En mode, non mais c'est la science. Du coup, on peut torturer les gens, c'est ok, c'est la science. Et je veux dire, et encore une fois, même si la contention... c'était un truc qui se prouvait scientifiquement que ça fonctionnait, je serais toujours contre, en fait. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Et en plus, regardez-moi ce plateau où personne ne dit rien. En mode... tes neurones. Donc c'est compliqué les ECT parce que c'est typiquement l'exemple type d'un truc qui a été utilisé comme étant presque une torture dans l'histoire de la psychiatrie et qui aujourd'hui est plutôt prouvé comme étant quelque chose qui est en dernière intention si t'as pris des traitements que ça n'a pas marché, si t'as fait tout un tas de trucs. Et sur quoi, des dépressions sévères, c'est ça? Sur des dépressions sévères ou sur des schizophrénies. Et donc en plus de ça, genre, Emodem, tu marques un très bon point. En plus, j'ai refusé de base pendant 3-4 mois. Plus, ils m'ont dit que je guérirais jamais sans... Et à force de me répéter, je me suis dit que si je le faisais pas, bah, j'irais jamais mieux par ta faute. Donc en fait, on t'a culpabilisé. On t'a dit, non mais en fait, tu refuses ce soir-là, donc en fait, tu vas jamais guérir. Donc en fait, j'ai consenti. Mais est-ce que j'ai vraiment consenti? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et justement, genre, il passe 10 000 ans à te parler du fait que la question du consentement, en fait, elle est pas valable, que c'est quelque chose qui fonctionne pas bien, que dans le cadre médical, particulièrement, c'est un énorme problème. Toutes les sciences de type, genre, psychologie sociale ont démontré qu'en fait, un mec avec une blouse blanche peut tout à fait torturer quelqu'un, les gens ne vont y voir aucun problème. Par le simple fait qu'il a une blouse blanche. Donc en fait, rendez-vous compte du pouvoir que vous avez sur les gens, en fait. Genre, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas que... Genre, mais en fait, si tu proposais aux gens, si tu disais aux gens, pour guérir, il fallait faire des saignées, les gens feraient des saignées. Ils hésiteraient pas à le faire. J'en ai la preuve. Ça se trouve, c'est un genjutsu placebo géant qui marche sans aucun effet physique, on sait pas. Bah non, mais ils le savent pas non plus, eux. Moi, lorsque j'ai écouté ça, les gens, j'étais genre sous la douche, j'étais en mode pardon. Genre, le mec, il est en mode, c'est ok. Du coup, les électrochocs, c'est ok. Putain, ça c'est vraiment genre médecin qui se rend pas compte qu'il pourrait proposer n'importe quoi aux gens si en leur disant que ça va les guérir, les gens vont accepter en fait. Enfin, je suis désolé, mais tu n'électrocutes pas comme ça, genre quelqu'un dans son sommeil si tu sais pas ce que ça fait. Mais en plus, qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ça a des conséquences sur le long terme. Genre, si ça se trouve, tu perds tes 3 mois d'amnésie. Et si ça se trouve, en fait, ça t'a flingué ta capacité à créer de nouveaux souvenirs, en fait. Genre, qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur ça, par exemple, avant qu'on m'enlève mon consentement et qu'on me le fasse de force. Puis si ça se trouve, il y a plein de gens qui auraient pu sortir de leur dépression sévère sans ça. Enfin, si ça se trouve, le machin, oui, d'accord, ok, ça te sort de ta dépression sévère, si tu veux. Mais c'était pas le même mec qui expliquait juste avant que la dépression, c'était une maladie qui venait des conditions et de l'environnement. Et là, d'un coup, non. Ça devient un truc qu'il faut soigner parce que genre il y a une maladie, il y a un mal, donc en fait il y a un truc à faire et ça soigne cette maladie. Il revient exactement dans le discours médical qui critiquait genre pendant 2 heures, les 2 heures avant ce moment-là. Je ne comprends pas son point de vue. Je ne comprends pas. Ça me dépasse complètement. Même pour un mec scientifique et tout, tu vois, moi genre, franchement, moi j'ai un diplôme d'ingénieur et tout, je réfléchis vraiment comme une scientifique aussi, tu vois. Pour moi, genre, parler d'un truc qui est scientifiquement prouvé, ça a un impact. C'est un truc que je prends pas à la légère. Il suffit de s'attarder 2 secondes à la solidité du truc, quoi. Et t'es en mode, bah, gros, c'est pas parce qu'il y a un papier qui est sorti qui dit que ça marche que il faut tout de suite y aller à fond, quoi. Alors que pour soigner la dépression, il suffit d'électrocuter le capitalisme. Tout à fait. Mais non, on va préférer électrocuter les gens. Enfin bref. Moi, c'est vraiment un passage que j'ai trouvé, mais absolument lunaire. Genre, en vrai, c'est quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe, là. Genre, moi, faut vraiment que je vous dise ce que j'en pense, quoi. C'est pas possible. Drogue et autorité, je crois qu'il dit pas grand chose d'intéressant. Féminisation du métier, oui. Oui, bah. C'est pour ça que du coup on a invité un psychiatre et un psychologue, j'imagine, c'est pour parler de féminisation du métier. Santé physique. Ah, voilà. Salut tout le monde, c'est la troublante du montage. Alors en fait, c'est la 2e fois que je fais la fin de cette vidéo, parce qu'à la base, j'étais en train d'expliquer justement que je voulais vous parler du psychoclash entre du coup Wissam et Paduring autour de la question de la psychanalyse. Parce que du coup, après le débat, il y a aussi eu encore du coup il y a encore eu des éléments qui ont été apportés par Wissam,
des éléments qui ont été apportés par Padu, et du coup moi j'avais réagi un petit peu à tout ça comme un ensemble, et je vais pas avoir le temps de faire la partie 2 de cette vidéo. C'est pas très grave, parce que pour moi, la partie sur l'antipsychiatrie, c'était vraiment le truc qui me tenait le plus à cœur, et donc c'est la vidéo qui a fini par sortir, mais je vais pas faire le montage de la partie 2, je vais pas avoir le temps, parce qu'il se passe trop d'autres choses, entre les annonces d'Emmanuel Macron et les nouveaux trucs qui se passent à la Zawa Prod en ce moment. Donc du coup, désolé, ça sortira peut-être un jour, peut-être plus tard, en tout cas pas tout de suite, même si j'avais des trucs à dire. Si jamais ça vous intéresse quand même, je pense que je vais sortir quand même la VOD sur ma chaîne secondaire. Et si vous le saviez pas, j'ai une chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous abonner là-bas, n'hésitez pas non plus à vous abonner ici, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, je le dis pas souvent, mais c'est quand même cool de faire monter un peu la chaîne. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, à plus tard tout le monde, kiss la team. Watching clouds,